Le Coréron, saison 6, épisode 9. C'est un petit peu magané que je vous retrouve. En fait, la semaine dernière, c'est pas parce que j'étais magané que je n'étais pas là. D'ailleurs, je te salue au passage, mon cher Steve, et G-Central qui est en vacances. Mais pour vous dire, good job, un excellent épisode. Ça a été bien le fun de suivre ça. Eh bien, tant mieux si tu as aimé ça, Martin. Oui, absolument. J'ai adoré ça. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, tu m'en parlais un petit peu tantôt hors d'onde. Tu disais, t'as-tu entendu le bout au sujet d'Abdullah? Il y avait une couple d'affaires que je savais là-dedans. Tu sais, je savais, pas tous les détails bien pertinents que tu as donnés, là, mais il y avait une couple je savais que ça faisait un bout de temps que ça allait pas bien. Je savais que, comment qu'on va dire ça, qu'il avait pas l'air trop bien entouré, tiens, on va le dire de même, là. Puis j'avais entendu qu'il y avait des trucs, genre des allégations de certaines affaires là, au sujet d'une des membres de sa famille, entre autres. Puis, évidemment, ben, regarde, comme c'est malheureusement le cas pour bien des workers de cette époque-là, c'est pas nécessairement tous du monde, c'est pas péjoratif, mais c'est pas nécessairement tous des gens qui ont été à l'école super longtemps, puis qui savaient très bien, tu sais, Abdullah the Butcher faisait des runs au Japon, là, puis il faisait 12 000 par semaine. Oui, imagine. Fait que dans tout le giron de ce qui concerne le monde de la lutte, il pouvait très bien s'organiser puis négocier ses affaires. Mais si tu allais plus dans les affaires de la vie courante puis des décisions financières puis des choses comme ça, puis il y a eu... tu n'as peut-être parlé, là, je veux pas insulter ton intelligence en te disant que j'ai tout suivi hyper assidûment, mais j'étais là, j'étais sur la chaîne avec vous autres, puis sur Twitch, sur tout ce qui TV, puis tu sais, il y a eu tu sais, ça là, c'est super important que tu aies parlé de ça avant qu'on tombe dans le reste là, pour faire un petit segue avec la semaine passée. C'est super important que tu aies parlé de cette affaire-là parce que puis c'est rien contre Hannibal, là. C'est rien contre lui, là, OK? C'est pas drôle ce qui est arrivé. On peut presque essentiellement dire qu'il a manqué sa run à cause de l'hépatite pour laquelle Abdullah the Butcher a été reconnu coupable. OK? Là, il y a eu des dommages financiers à payer, puis l'argent, il l'a pas. Fait que, sauf que, par contre, le point que tu as fait qui est super important dans cette histoire-là, c'est que moi, j'avais lu ça, effectivement, à un moment donné, que il y avait eu des sommations, il y avait eu des affaires qui avaient été envoyées à Abdullah the Butcher de se présenter en cours, puis toute la kit. Puis là, tu sais, encore une fois, là, il est un peu l'artisan de son propre malheur, quand même, mais, tu sais, justement, qu'il y avait, ça s'était pas rendu au bon endroit, whatever, ou même, à la limite, il y en a qui ont prétendu qu'il ne sait pas lire. Fait que quand même qu'il se serait fait envoyer ça, il n'aurait pas pu nécessairement en prendre connaissance. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce sont des allégations que j'ai entendues. Fait que ça remet un peu toute la patente en perspective, là, si tu comprends ça. Ça ne veut pas dire que Abdullah n'a pas été maillet de blaider comme un cochon, là, n'ayons pas peur de le dire, Hannibal. Mais si Abby n'était pas capable de lire les documents techniques et ou légaux qu'il a reçus, ça excuse pas, mais ça explique une partie de ces affaires. Ça l'explique pas, mais ça l'aide à comprendre un peu comment ça se fait que la personne qui fait face à d'aussi importantes accusations ne se présente même pas à la cour. Voilà. Ça l'aide. Voilà. Ça l'aide, effectivement. Hey, puis évidemment, on va profiter pour souhaiter des super bonnes vacances à notre chum G-Central, pardon. Je me permets d'en parler parce qu'il a fait des publications, mais qui est dans le coin de la ville Reine et dans le coin des vignobles et des musées de cire de Niagara Falls. Et il a l'air de bien s'amuser. Fait qu'on lui souhaite des super bonnes vacances. Et il y a une autre personne à qui je veux dire un gros merci, et c'est notre chum John Lashley qui était posté, lui, du côté de l'Europe de l'Est. Là, je veux pas dire n'importe quel endroit. Il était en Lettonie. En Lettonie, voilà. Merci pour ton service, John Lashley. Puis j'ai vu des vidéos passer à l'effet qu'il est sain et sauf et qu'il est de retour à bon port. Alors, on est bien content pour toi, mon cher. Merci de ce que tu fais. Puis c'est un fan assidu, là, évidemment, du Coréron. Et il me racontait d'ailleurs que
avant notre dernier Vince Gate, c'est-à-dire les fameuses vignettes qu'on avait regardées de Kurt Hennig, ben il me racontait qu'il était, je suis plus trop, dans un gym en Lettonie, en train de regarder ça puis de rire devant tout le monde puis que personne ne comprenait rien. Fait que bien content que tu sois de retour au Bercail, John, puis bien content de t'avoir parmi nos patrons puis nos amis puis nos fans. Voilà. Et là, mon cher JC, il doit penser à moi. Et là, mon cher Steve, on part l'épisode 9 avec une bombe qui est tombée il y a quelques minutes, dans la dernière heure, en fait. Ça circule un petit peu partout sur les réseaux sociaux, évidemment. Et c'est le Wall Street Journal qui a sorti une gigantesque histoire. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de la lire parce que c'est pour abonnés seulement. C'est une exclusivité de Wall Street Journal News. En fait, le conseil d'administration, le board de la WWE est en train d'investiguer des allégations pas de pot de vin, mais d'entente financière de non-divulgation de l'ordre de 3 millions de dollars qui aurait été mise en place par son chairman of the board, je cherche le nom en français, là, mais on va le dire en anglais, là, mais qui aurait fait une entente, donc on appelle ça un hush pact, donc une entente du silence, une espèce d'omerta pour 3 millions de dollars, et tout ça découlant d'allégations d'agression sexuelle, on est borderline, puis là je m'excuse, là, je vais utiliser des mots pour adultes, mais d'esclavage sexuel avec John Laurinaitis, que vous connaissez, que vous avez connu à l'époque alors qu'il était en équipe avec Shane Douglas, les Dynamic Dudes, mais qui est également, je ne sais pas s'il l'a encore, mais qui a été le mari des sœurs Bella, que vous avez pu, fait qu'on a pu le voir en masse. Il était marié avec la mère des Bella. La mère des Bella, c'est ça. Et il a été, même récemment, et à plusieurs reprises, tant du côté de la WC. John Laurinaitis, il a occupé beaucoup de postes dans le monde de la lutte. C'était pas le plus grand worker, on va se le dire tout de suite, là. Par contre, il y a eu plusieurs postes administratifs. Ça a longtemps été, lui, le gars en charge de s'occuper de tous les gaijin, tous les lutteurs américains qui allaient au Japon, tant pour All Japan que New Japan et autres fédérations. Il a été directeur des relations avec les performers, si on veut, du côté de la WCW, tant du côté de la WCW que du côté de la WWE. Il est le frère, en fait, du Road Warrior Animal. C'est Joe Laurinaitis, dans le cas de son frère. Et il ferait partie, d'ailleurs, de ces allégations-là parce qu'il y aurait eu des révélations à l'effet que la dite dame en question était prêtée par Vince McMahon à John Laurinaitis. Alors, vous voyez un peu le genre de deal là, qui n'a pas d'allure. Évidemment, je demeure prudent parce que ça demeure sous investigation, sauf que tu sais plus que moi, Steve, à quel point que si on sortit ça, il était padé légalement. Il était padé. Puis l'histoire dit même que, selon un porte-parole de la WWE, l'histoire était consensuelle. Donc, Vince avoue avoir eu des relations avec cette personne-là, tout en étant marié avec Linda McMahon. Mais il y a aussi l'enquête du board, elle révèle que d'autres femmes qui travaillaient pour la WWE dans le passé auraient également reçu des montants suite à des gestes déplacés de la part de Vince McMahon et de John Laurinaitis. Il y a eu plusieurs allégations aussi dans les années 80. Je ne sais pas si ça va te sonner une cloche. Là, je te dis tout ça de mémoire. Ça, j'ai pas researché ça, mais je vous ai déjà parlé d'un promoteur qui s'appelait Leroy McGuirk. Leroy McGuirk était le propriétaire du territoire de la NWA qui était principalement en Oklahoma et qui a été vendu par la suite à Bill Watts. C'est là, entre autres, que Jim Ross a commencé sa carrière. Et une des jobs de Jim Ross, c'était de s'occuper de Leroy McGuirk. Donc, c'était son conducteur. C'est là qu'il a tout appris de la lutte et tout ça. Leroy McGuirk était un shooter redoutable. Il a malheureusement perdu la vue. Je ne saurais dire pour quelles conditions médicales exactement. Et je vous en ai déjà parlé de ce monsieur-là. Parce qu'il était le color commentator de son propre show de lutte et il était non-voyant. Ça vous donne une idée du genre de personne là, spéciale. Lui, Leroy McGuirk, il a eu une fille qui s'appelait Mike McGuirk. Oui, sa fille s'appelait Mike. C'était pas Michel au masculin puis qu'il l'appelait Mike. Là. Non, elle s'appelait Mike McGuirk. Et elle a été arbitre. Ça a été la première femme arbitre à la WWE. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On est dans les années 80.
On est dans l'ère Spraynet, tout ça. C'était une très jolie femme. Et il y avait eu des allégations, et elle-même en avait parlé par la suite dans les Dirt Sheets, qu'il y avait eu de la sollicitation de mauvais goût de la part de Vince envers elle, et elle avait décidé de quitter, et il y avait eu des allégations qu'effectivement, il y avait peut-être eu des versements compensatoires pour acheter son silence. Ça n'a jamais vu le plancher d'une cour. Il y a Guillaume aussi qui est avec nous autres. Je m'en allais là, justement. Il y a déjà eu des allégations aussi au sujet d'Ashley Massaro, qui n'est plus des nôtres, évidemment. On connaît les circonstances de sa triste histoire, mais qu'il aurait acheté son silence. Donc, est-ce que c'est ça? Parce que 2002, Ashley Massaro, ça ferait du sens. Mais là, la raison pour laquelle le board est en train d'investiguer ça, c'est qu'il y aurait circulé des courriels, en fait. Il y aurait eu des gens qui ont pris les devants et qui sont venus substantifier, semblerait-il, ces allégations-là. Il y en a eu plein d'autres, des histoires. Vince McMahon, lui-même, dans des entrevues qu'il a données sur des grandes chaînes américaines, je me souviens, entre autres, dans la première mouture de la XFL, il avait été rencontré par plein de monde, Bob Costas, entre autres, puis il y en avait eu une couple d'autres. Puis il a déjà avoué qu'il avait été... qu'il avait sauté à la clôture à plusieurs reprises et que c'était une des choses qu'il regrettait, là, de ne pas avoir honoré son engagement envers Linda et ainsi de suite. Puis, écoute, là, dans le backstage, là, j'ai envie d'appeler ça comme ça un peu, c'est quelque chose qui est assez prédominant que, comment qu'on va dire ça, là, vous écoutez peut-être ça dans l'auto avec les enfants, là, mais que Vince demeure légère, on va dire ça comme ça, là, qu'il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Moi, j'ai déjà entendu plein d'autres affaires, j'en parlerai pas parce que ça me tente pas que Vince m'actionne, mais j'ai entendu des affaires qui tourneraient autour de soignage, et j'ai entendu plein d'affaires, puis ben regarde, là, dans un cas comme celui-là, ben la justice suivra son cours. En tout cas, chose certaine. Non, Martin, ouais, c'est ça, par exemple. Là, le board de la WWE enquête, mais c'est une enquête à l'interne. Il n'y a pas d'accusation criminelle en arrière de ça, mais qui arrive n'importe quoi. Vince est encore propriétaire de 51%. Oui, absolument. Puis il n'y a pas... Là, faut pas... comment je vais dire ça, là, parce que je vais être super prudent, puis je veux pas avoir l'air d'un mansplainer, rien, puis c'est pas ça, là. Sauf que l'affaire qu'il faut se souvenir, c'est que tu as tout à fait raison. Là, on parle d'une enquête de régie interne. Donc, ce sont les administrateurs de la compagnie, donc ceux qui représentent les actionnaires, parce que c'est eux qui sont élus à ces postes-là, qui sont en train d'investiguer ces allégations-là. Fait que là, quand je dis que le Wall Street Journal sont padés pour sortir ça, ça veut pas dire qu'il est coupable. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des allégations. OK? Ça veut, le reste. Sauf que, par contre, c'est que c'est clair que si le board décide d'investiguer cette affaire-là et que ça s'avère véridique, il va y en avoir des conséquences. C'est sûr. Même si Vince est encore propriétaire, parce que Vince, il n'est pas cave. Tu sais, il va savoir que si la capitalisation boursière de sa compagnie drop, ben son 51% de l'actionnariat va passer, je dis n'importe quoi, va passer de 1,8 milliard à 250 millions. Il ne prendra jamais cette chance-là. Et là, ça va être intéressant de voir ce que sera la suite des choses. Est-ce que ça veut dire que Stéphanie va prendre du galon? Est-ce que ça veut dire que Shane va revenir dans la photo? Est-ce que ça veut dire que Triple H va se faire enlever le poignard dans le dos? Ça, on le sait pas. Est-ce que ça veut dire que ça va intensifier les rumeurs d'une vente possible de la WWE? Parce que, tu sais, l'affaire là-dedans, là, de ce que je peux en comprendre présentement, parce que ça fait peut-être une demi-heure que je suis là-dessus, puis que j'ai pas fouillé comme je voudrais fouiller cette nouvelle-là, mais le fameux 3 millions provient des coffres de la WWE et non des coffres de Vince McMahon. Voilà, ça c'est l'autre affaire. C'est que ça peut, tu sais, auprès de la Securities Exchange Commission, ça peut être vu comme une malversation aussi, si ça c'est pas. Ou les actionnaires peuvent carrément aussi dire, ben c'est frauduleux, puis c'est pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que je serais fort surpris. Bon, l'autre affaire que je vais vous coller tout de suite, John Laurinaitis, il est dehors. Ça, c'est réglé. Oubliez ça.
oubliez ça. Si ça prend ce qu'on appelle en anglais un scapegoat ou une tête de turc ou whatever, inquiétez-vous pas, John Laurinaitis, sa tête, elle va rouler. Puis, tu sais, moi, je serais pas surpris. Tu sais, John Laurinaitis a toujours été reconnu comme un yes man, comme le gars qui, tu sais, va suivre les ordres, comme on dit. Puis, tu sais, là, Vince, il sortira pas de ça cassé, là. T'sais, il va peut-être juste perdre le board, puis qu'il va peut-être falloir qu'il se retire. Puis là, ben, c'est exactement la vraie question. Est-ce qu'ils vont décider de continuer de faire leurs affaires ou ils vont accélérer le processus de trouver un acheteur? Parce que c'est sûr qu'ils vont en trouver un. La WWE, c'est un juggernaut. C'est plus une compagnie de lutte. C'est une compagnie de marchandisage, de diffusion, d'entertainment, puis tout ça. Puis ça donne que leur produit, c'est de la lutte. Mais... Puis quand je dis ça, là, c'est pas péjoratif, c'est devenu ça. C'est comme je le dis tout le temps depuis des années. C'est pas de la lutte qui passe à la TV, c'est un show de TV avec de la lutte dedans. C'est complètement différent, là. Fait que, exact. C'est sûr que ça va être à suivre. Là, pour l'instant, j'ai rien vu de Meltzer non plus. J'ai rien vu sur dans les dirt sheets habituels, Wade Keller, tout ça. J'ai rien vu sortir encore, sauf que, écoute, j'étais après préparer le show. Fait que, peut-être au moment où on est en train d'en parler, peut-être qu'il est en train de se passer des affaires. C'est sûr qu'on va suivre ça. La raison pour laquelle, je vais faire un petit aparté super rapide, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de feuilles sales, d'ailleurs, on a eu plein de bons commentaires, merci à tout le monde. C'est ma faute, en fait, puis c'est pas de la faute de personne. J'ai, là, ma face a pas mal plus d'allure, mais vous pourrez demander à Steve comme témoin, ou sinon, ben, sur certaines pages que je gère, vous avez peut-être vu des photos de moi qui a eu l'air de manger 10-12 patates dans un combat. Longue histoire courte, j'ai commencé à avoir des douleurs au visage la semaine dernière, à peu près mardi, que ça a commencé à me gosser. Vous le voyez un peu au-dessus de mon œil, là, pour ceux qui sont avec nous autres. Tu sais, genre un petit bobo, là, sous-cutané, là, un clou, là, peu importe, un bouton, là, tu sais, de fatigue ou whatever. Puis ça, ben, j'ai laissé ça aller parce que, regarde, ça arrive, là, je veux dire. Puis là, ben, j'ai commencé à avoir mal à la tête, puis au visage, puis tout ça. Là, mon œil a commencé à enfler. Fait que la première affaire que j'ai pensé, c'est encore une conjonctivite. Je suis de nature à avoir les yeux fragiles. OK? Si je poigne de quoi, c'est après mes yeux que ça saute. Je sais pas pourquoi. Fait que j'ai fait les mercronspi la semaine passée aussi. C'était à raison de mon absence, principalement, puis le manque de temps. Puis tout ça, fait que là, ben, ça a commencé vraiment à enfler, puis que, tu sais, comme t'inquiéter, là, tu sais. Fait que jeudi, ça paraissait plus. Vendredi, si je te le disais pas, tu le voyais pas, mais si tu regardais comme faut, tu disais, hey, c'est donc bien bizarre. Samedi, ça a commencé vraiment à boursoufler, tu voyais mon œil. Et dimanche matin, là, je me suis levé, puis c'était comme si ma face voulait exploser. C'était pathétique, c'était vraiment pas très, très beau. Fait que j'ai passé la journée au CHUM. Ce que j'ai, ben, c'est une condition bien commune. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que ça peut, si tu prends pas ta médication, tu peux faire de la septicémie, entre autres, tu peux t'empoisonner le sang. Faut pas que tu niaises avec ça, mais en fait, ça s'appelle une cellulite cervico-faciale. C'est une infection que tu peux faire partout à peu près sur le corps. Il y a des gens qui m'ont... Ça, c'est vraiment drôle. Après que j'en ai eu parlé, le monde m'envoyait leurs photos de cellulite cervico-faciale. C'est capoté, les réseaux sociaux. Hey, regarde, ça, c'est moi en 2019. J'ai été 4-5 jours à l'hôpital. Hey, yes, sir! C'est comme... C'est n'importe quoi. Fait que je me suis retrouvé vraiment avec le visage bien boursouflé. J'ai eu des antibiotiques par intraveineux. J'ai passé pas mal toute la... J'ai été admis à l'hôpital. Là. Il y avait question qu'il me garde peut-être dimanche soir. Finalement, ben la surdose d'antibio que j'ai eue, ça a fait effet. J'étais capable d'ouvrir mon œil et tout ça. Fait que là, ben, c'est dur. Je que vous voulez l'entendre un peu dans ma voix. Je suis un peu fatigué. Je dois combattre de quoi, là, j'imagine, mais ça va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Puis c'est vraiment parti du bon côté. Là. Même par rapport à hier, j'ai montré des photos à du monde. Steve l'a vu. Puis tu sais, même aujourd'hui, là, tu vois que ma paupière est encore enflée. Tout ça, mais on est vraiment plus à la même place que dimanche. Le dimanche, ça avait l'air sort les pipennes. Là. J'avais l'air d'être allergique à une guêpe puis m'être fait piquer. Dimanche, j'ai vu des gars sortir du Tournament of Dead puis ils étaient pas maganés comme ça. Bon, ben c'est ça. Fait que la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu les bons réflexes puis j'étais allé assez tôt puis ils ont attrapé ça au bon moment. Mais je n'ai parlé avec les membres du Deep Steak. Je te compte ça vite fait. Je sais pas si tu l'as vu encore, le dernier épisode, mais quand je suis arrivé là-bas, ils ont tout de suite établi le protocole de la variole du singe. Je pensais que j'avais la variole du singe.
Ben non, il pensait pas que je l'avais, mais tu sais, il voulait pas prendre de chance. Hey, là, mon vieux, toute la journée, je me fais peur. Ah, c'est vous, ça, le monsieur, la variole 5? Non, je l'ai pas. Il pensait que je l'avais. Fait qu'en tout cas, c'était un peu. Fait que là, tu vois ma face, ici, t'es encore un peu enflé. Tu vois quand j'ouvre, là, tu vois les bosses, là, mais j'ai des petits bobos, mais regarde, ça va bien. Tout ça, Martin, par exemple, là, puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut en tirer. Il y a plusieurs personnes. Après ça, on va reparler de lutte, là. Ouais, 2 minutes à moins, là. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui chialent sur le réseau de la santé. Mais moi, je peux confirmer, puis là, tu peux le confirmer aussi, que quand tu as réellement une condition médicale qui requiert des soins, on a des soins. Ah oui, il va tout à l'envers. Là, moi, je veux dire, c'est quand même... Il y avait quelque chose de rassurant que... Puis là, c'est un peu pas paniquant, là, mais tu sais, je veux dire, mettons, je l'aurais eu, la variole du singe. Ben, Chris, au moins, tu sais, il y a eu une réaction, tu sais, il y a eu un protocole qui s'est mis en place, j'ai été isolé, tu sais. Puis, tu sais quoi, le silver lining de ça, c'est que j'ai peut-être passé plus vite. Est-ce qu'il pensait que j'avais ça? C'est sûr! Parce qu'il parlait de ça, tu sais, la variole du singe, ça attaque beaucoup les yeux, les oreilles, les cavités faciales, puis des affaires comme ça. Fait que, regarde, là, quand j'ai vu le médecin après ça, ça a pris 30 secondes, il a dit, ben non, c'est pas ça, puis faites-en pas, puis blablabla. Fait que là, j'ai pu, tu sais, moi aussi enlever mon hazmat suit, puis tout. Fait que, c'est ça. Fait que tout se passe bien, tout va bien, soyez sans crainte. Mais je voulais quand même raconter, là, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas fait la feuille sale. Puis, ça a retardé un peu mes affaires, mais je vais bien. Puis, merci, j'ai reçu plein de bons mots aussi. Fait que, merci à tout le monde. Ceci dit, là, moi, je vais bien, mais un qui va pas bien, c'est Jeff Hardy. Là. Ça va pas bien. Là, la chaîne est débarquée à grandeur, au grand complet. Il y a des gens qui, tu sais, ce qui est plate dans son histoire, là, regarde. Je comprends là, que la dépendance à certaines substances, c'est pas facile, puis je veux pas rire de ça, puis c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. C'est une condition, puis il faut être soigné, puis tout le kit. Mais moi, ce que j'ai trouvé plate que les deux frères ont fait, c'est qu'après qu'il ait quitté la WWE, après qu'il s'en soit fait offrir de l'aide qu'il a refusé, mais là, il est allé faire la ronde des petits podcasts de lutte pour aller dire que c'était eux autres qui étaient dans le champ, puis là, regarde où est-ce qu'on est. Là. Pour la petite histoire, Jeff Hardy s'est encore fait arrêter. Il a conduit sans papier, sans permis de conduire, ayant cours légal. Là. Donc, il a chauffé pas de permis. Il l'a pas oublié chez eux. Là. Il y en a pas. Il était sous le coup d'une sanction. Là, voilà. Puis en plus, il pétait à ballon, puis toute la patente. Fait que là, Tony Khan a fait un communiqué de presse aujourd'hui dans lequel il annonce que Jeff Hardy est suspendu, pas de paye, tout le kit, puis qu'ils lui ont offert de l'aide et qu'il aurait apparemment accepté. Donc, il aurait accepté l'aide qu'il avait refusé à AI. Fait que, tu sais, là, c'est dur, Steve, de pas penser que, dans le fond, il était tombé en bas du wagon quand il était à AI. C'est pour ça qu'il s'est poussé. Puis que là, ben, il a essayé de faire croire à tout le monde que tout était bien beau, tout était correct, mais ça ne l'était pas. C'est ça. Il va aller plus loin que ça. Là, je suis rendu que je crois plus que Jeff Hardy était commotionné l'autre fois quand il a lutté. Ouais, t'as peut-être juste magané, ouais. Parce que là, écoute, fait 3 fois en 11 ans que le gars se fait prendre. Puis un peu comme tu viens de dire, tu sais, la maladie de l'alcoolisme ou de la toxicomanie ou quoi que ce soit, oui, moi je vois ça comme une maladie, mais il y a des traitements qui s'appellent la sobriété, demande de l'aide. C'est sûr que la désintoxication, c'est que, tu sais, je veux dire, il y a un processus, puis là, je veux pas faire mon smart puis mon connaisseur puis tout, mais, tu sais, la désintoxication, ça a des conséquences physiques, là, tu sais, des gens qui ont des problèmes de dépendance, tu sais, ils fonctionnent plus quand ils arrêtent, là, whatever. Ah ben non, il y en a même qui font des déliriums puis ont des hallucinations. Ça a des symptômes physiologiques. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses soigner au départ. T'sais. C'est même pas. Il y a certaines substances, là, puis là, c'est pas moi qui le dis, mais il y a certaines substances que quand tu arrêtes de les prendre, tu fonctionnes plus, là. Tu shakes, tu vomis, tu whatever. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est pas, écoute, là, la WWE est sur le spot, là. Vraiment. Sauf que, tu sais, il y a une affaire qu'on peut pas leur enlever. Que ce soit pour se donner bonne conscience, que ce soit pour les raisons que ça voudra. La WWE a aidé bien du monde. Okay? Ben oui. Razor, je sais pas combien de detox qu'il a fait, puis il y en a plein des... Même Jake. Oui, Jake. Voyons l'autre, là, Adam. Tu sais, le gars qui était à NXT, là, qui se promenait avec un lapin, là, puis finalement, ils ont laissé aller. Il s'est fait aider plein de fois, lui, avec.
Hey, c'est quoi son nom? Et puis il est rendu, il a tellement changé. Ouais, il a changé au bout. Là. Il est rendu huge, là. Ouais, il a fait sa run de sauce, puis il est rendu avec une grosse barbe, là, puis tout le kit. Ouais. Fait que, tu sais, puis encore une fois, peu importe c'est quoi les raisons, tu sais, si au final, si la WWE aide plein de workers, puis qu'au final, la raison, c'est pour se donner bonne conscience, moi, je vais juste être content que les workers aient été soignés. Tu sais, je veux dire, à partir de là, commencera pas à dire, ouais, ça compte pas, t'as kické ton addiction, ça compte pas parce que la WWE t'a offert ça pour se sentir mieux. On s'en sac, là, c'est pas grave. C'est Adam Rose qu'on cherchait. Adam Rose, voilà, exactement. Lui aussi, tu sais, fait qu'il y en a plein comme ça. Combien de fois? Tu sais, Sony, elle s'est rendue, tu parles de quelqu'un qui va pas bien, c'en est un autre, mais tu sais, Sony, elle s'est rendue à un point tel où est-ce qu'elle s'est fait dire par la I, c'est assez, là. Ouais. On paye pour rien, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'est très, très triste. Puis, encore une fois, moi, je pense toujours à ça. Quand je pense à des affaires de même, tu sais, je veux dire, c'est rien. C'est inquantifiable, ce dont je vais parler là. C'est pas touchable, c'est pas un trophée, c'est pas... Mais ton legacy, c'est ce qui va te rester à la fin. Tu sais, à la fin, là, quand tu ne seras que poussière, ben, ce qui va rester, ça va être l'entertainment que tu as offert au monde. Est-ce que les gens vont être capables de faire la distinction entre Jeff Hardy au top avec son frère, puis Jeff Hardy malade, qui voulait pas, tu sais, qui a refusé de l'aide, puis tout le kit. Ça enlève rien à ses performances, mais ça ternit un petit peu. Tu sais, veut pas. Ouais. C'est clair. Puis, en plus, ben là ça va être difficile à dire si c'est à cause de ça. Mais dans le cas des deux, je les adore, les Hardys, là. Ils m'ont fait vivre des affaires hallucinantes, que ce soit les TLC matches, puis les feuds avec Christian, puis Edge, puis Dudley Boys, puis c'était fantastique. Mais ils sont plus capables de travailler comme ils étaient capables. Ça finit là. Justement, tu sais, quand tu dis je les adore, ils m'ont fait vivre. Tu sais, on parle au passé, donc ça veut tout dire. Là, je vois plus ce qu'ils ont prouvé. Ni l'un ni l'autre. Matt qui arrive en boitant au ring. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand je suis allé avec JC voir Mick Foley, tu sais, les ravages de leur vie, là, de leur carrière. Puis là, je parle pas de drogue, là, je parle de bumper. Là. Les ravages, là, ils sont apparents, là, ils sont évidents. Là. Tu le vois quand ils marchent, là. Tu sais, ils donnent leur corps au monde qui paye 20-30$ pour aller voir ça. Tu sais, c'est clair. Puis là, ben, tu sais, c'est comme si... C'est après quoi que tu cours à Star, Jeff ou Matt? C'est pas l'argent, là. Je suis certain qu'ils n'ont pas de problème d'argent, ni l'un ni l'autre, là, tu sais. Fait que c'est après quoi que tu cours? Tu sais, c'est-tu parce que t'as rien d'autre? Tu sais, Razor Ramon disait l'endroit où je me sens le plus en sécurité sur la planète Terre, c'est dans le ring. C'est moi qui contrôle tout. Ouais. C'est-tu ça? T'sais, sont-tu pas capables de lâcher prise pour retourner dans la vie civile à un point tel que, tu sais, ils continuent de vivre avec ses démons puis ils continuent de bumper pareil? Tu sais, c'est triste. C'est vraiment triste. Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, c'est comme on dit souvent, combien de fois on a entendu ça, tu sais, pour qu'un worker change, il faut qu'il frappe rock bottom. On a pensé qu'il a frappé rock bottom combien de fois à Jeff Hardy, puis il a pas l'air encore de remonter. Il y a encore un fond. Puis c'est un... Tu sais, moi, là, quand j'ai entendu cette semaine, le Booker T commencer à parler du cas de Jeff Hardy en blâmant la AEW en disant, écoute, avec tous les gros spots qu'ils ont fait faire, puis tout, ils ont mis trop de pression dessus, ou whatever. Hey! AEW, il a offert un contrat. Il savait ce qui était attendu de lui parce que Jeff Hardy, excuse-moi, mais là, il est pas à TV parce qu'il fait des lock takedown, là. Non, c'est pas son premier pique-nique non plus, c'est un adulte, là, tu sais, je veux dire. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que faut pas essayer de trouver des coupables ou de blâmer quelqu'un là-dedans. La seule personne qui est à blâmer, malheureusement, présentement, c'est Jeff Hardy. Voilà. Puis, tu sais, moi, l'autre affaire aussi, là, puis là, je veux pas tomber dans le commérage puis tout, mais tu sais, moi, là, de la manière que je regarde ça, là, je m'excuse, mais son frère, il se fait remplir, là. Ben, il se fait compter des peurs, Matt, là. Parce que là, quand Jeff, il a sacré son camp de la I, puis on dit on te release, puis va-t'en chez vous, puis fais qu'est-ce que tu veux. Puis là, il y a eu ça. Je me souviens même plus s'il y avait un 90 jours. Je pense que oui, là. Je pense que oui. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'il est allé jaser avec son frère, là. C'est sûr qu'il a dit, ben non, je vais bien, puis tout. Fait que là, tu sais, ça veut dire, ça peut pas vouloir dire autre chose qu'il endort son entourage. Puis écoute, là, c'est assez. Ce serait pas la première fois qu'on entend quelqu'un qui a des problèmes de consommation dire qu'il en passe des petites vites à son entourage. Fait que ça rend ça encore plus plate.
Ça rend ça encore plus triste. Fait que Jeff, calme-toi, là. Prends un break. Pour connaître un peu le milieu de l'alcoolisme, je vais le dire, ça me gêne pas, pour l'avoir même moi-même pratiqué, mais le 25 juin, ça va faire 15 ans que je suis sobre. Good job. Ça va l'emmener à 3 places possibles. Hein. C'est soit la folie, la mort ou la prison. Puis, écoute, il y en a fait 2 à date, là. Oh ouais, non. Puis, tu sais, ils ont toujours présenté, est-ce qu'il est devenu, pour conclure là-dessus, là, parce que je veux pas taper non plus à pu finir sur Jeff Hardy, mais, tu sais, on l'a toujours présenté comme des Enigma, puis, tu sais, quelqu'un qui scorait beaucoup avec une certaine démographie des jeunes, rebelles, il avait les cheveux verts avant tout le monde, il était habillé weird, avec ses fishnets, ses bras. Tu sais, il a toujours été un peu traité comme ça, un genre d'artiste, là, tu sais, en plus, il fait de la peinture, joue de la musique, fait du motocross, tu sais, il fait toutes sortes d'affaires, puis, tu sais, il a toujours été présenté comme ça, là, l'espèce d'âme maganée, tu sais, là, toujours un peu en recherche de lui-même, tu sais, c'est le genre de gars à aller vivre dans un trailer pendant 3 mois, à composer de la musique, par rapport, tu sais, il a toujours été un peu... Est-ce qu'il est devenu prisonnier de lui-même? Tu sais, quand il a commencé à revenir sur la bonne trail, ben là, tu sais, il y a une petite fille, tu sais, il s'est à côté qu'une fille, tu sais, toute la patente, puis là, ben, regarde, à un moment donné, peut-être qu'à force de, tu sais, chasing de dream, là, tu sais, tout le temps, à propos de vouloir atteindre le rêve ultime, tu sais, qu'est-ce qu'il te reste à prouver, là, Jeff Hardy? T'as eu la belt, je sais pas combien de fois, t'as même été champion du monde, ton frère est même pas passé proche, il a été IC Champ, genre, une fois, là. Il ne te reste plus rien à prouver. Ils ont créé un nouveau style de lutte en plus avec les Dudleys, puis Christian, puis Edge. Et tu n'as plus rien à prouver. Là, si tu veux prouver quelque chose, reviens donc sur la bonne track. Ça va prouver quelque chose. Mais dans le ring, tu n'as plus rien à prouver. Va arranger tes affaires. Va reconstruire les ponts, puis va te cleaner up. Puis accepte l'offre de Tony Khan, puis va en détox, puis garde, tu verras la lutte après ça. Il y a des affaires plus importantes que Bumpy. Ben oui. Mais là, tu viens de dire là, qu'il a révolutionné la lutte avec Christian, Edge. Puis là, c'est juste pour trouver la porte bien grande. Là. Ben, je sais que tu voulais me parler de Edge. Ouais, moi, je veux parler de ce shit show-là. Je veux parler de... Tu sais, je dis toujours que je trouve beaucoup que du côté de la I, le booking est déficient. Tu sais, A plus B plus C plus D, puis toute la kit. Je vais te parler d'une autre affaire que je trouve weird dans le booking aussi. Mais c'est la fameuse... Je me souviens même plus du nom, là, tellement ça m'avait rien fait. Que la faction dont Edge faisait partie avant, là. Le Judgment Day. Judgment Day. Bon. Là, l'histoire voudrait, vous en avez parlé un petit peu hier, là, l'histoire voudrait que ça a été pour des considérations de booking et de storyline que Edge a signifié à la I qu'il ne voulait pas faire partie de ça parce qu'il était question qu'ils aient certains pouvoirs. Là, un peu comme Taker puis Kane dans le temps, là, avec les éclairs puis le feu, puis tout le gars. Ça va, c'est correct. Là. C'est Edge, c'est lui le performeur, c'est lui qui décide de quoi il veut faire partie, avec quoi il veut s'associer. J'ai pas de problème avec ça, je suis capable de comprendre. Mon réel problème, puis même m'a dit de quoi, c'est une bonne affaire que Finn Balor se ramasse là, avec cette faction-là. C'est bon, ça va lui donner du gaz, puis tout. Le setup, il est parfait. Là, la raison pour laquelle ça s'est passé de même, encore une preuve de mauvais booking de la I, c'est pas qu'ils se sont dit « Ah, on va mettre Finn Balor là-dedans, ça va donner du gaz à tout le monde. » Non, on va remplacer Edge avec Finn Balor, tu sais. Fait que là, à partir de ce moment-là, je trouve que ça on le sait tout que la lutte, c'est chorégraphié. On sait tout que c'est arrangé, que c'est prédéterminé. C'est correct. Je m'excuse, je viens de dire le mot sacrilège. Là, désolé, là, mais bon, c'est pas des enfants qui écoutent ça. Là. Mais c'est juste mal fait. C'est juste mal fait. T'sais, tu présentes ça comme, écoute, l'apocalypse du monde de la lutte des 25 dernières années. Edge, il pogne ça en charge. Je détestais pas pantoute où est-ce que ça en allait. Ça créait un peu de tune-in factor aussi, parce que là, on se disait, ça va être qui là ou la prochaine qui va s'en aller avec eux autres. Puis là, ben, ça aurait pu grandir tranquillement. Puis là, ben, t'aurais pu te prendre un bon babyface qui aurait une grosse feud avec eux autres, ou ben donc, whatever, les Street Profits, n'importe qui, là, tu sais.
Mais là, non, parce qu'il y a une dissension au niveau de la scénarisation de la patente. Ben là, tu ris du monde. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, en plus, le booking de la WWE, là, au lieu de rire des dirt sheets, ils devraient les lire un petit peu. Parce que là, ce qui arrive, c'est que là, tout le monde sait que Edge s'est en allé parce qu'ils vont donner des pouvoirs à Judgment Day. Puis là, ben, ils vont donner des pouvoirs à Judgment Day. Puis tout le monde va être comme « Ah bon, on le savait, Meltzer l'a dit, ou Wade Keller l'a dit, ou Wrestling Torch l'a dit, ou n'importe qui. » Mais là, c'est parce que il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'éléments de « Hey, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. » C'est Days of Our Lives, tu peux manquer 3 mois, puis tu reviens, puis il y a tellement de recap, puis de recap, puis de recap, puis de recap, que tu manques jamais rien. Fait que ça donne. Tu sais quoi que ça donne comme impression? C'est pas à propos du produit, c'est à propos du contenant. C'est pas à propos du contenu, c'est à propos du contenant puis de vendre des cossins, puis moi, ça me fait chier. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, mais où ce que moi, je me suis questionné cette semaine quand j'ai vu ça, c'est, écoute, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un 4e membre, parce que là, le gars qui était le meilleur au micro là-dedans, tu l'as enlevé. Ah, c'est sûr que ça sera pas Finn Balor, c'est sûr. Là. Ben non, ça sera pas Finn Balor, ça sera pas Rhea Ripley, puis ça sera pas, comment il s'appelle déjà, là? Un blanc. Hey, c'est ça a tellement d'impact le gars qui pitch des flèches, là. C'est ça. Bon. Mais, tu sais, ça va prendre quelqu'un avec un micro là-dedans, puis non, moi, j'ai trouvé ça bien plate, puis d'un autre sens... tu sais, oui, l'angle de « Ah, je vais avoir des pouvoirs », non, tu sais, le gars, il veut pas. Mais faire partie d'une équipe, Martin, ou d'un trio, là, comme eux autres, là, t'allonges ta carrière. Ah non, c'est certain que tu bombes moins, puis que là, ça m'énerve. Damien Priest. Bon, merci, Damien Priest. Ça doit être quelqu'un dans le chat qui l'a dit. Là. Non, c'est ma tête qui a repensé, là. Ouais. Puis l'autre affaire, je veux revenir là-dessus parce que Wawa, il y a un bon point, c'est que ben moi, ça me dérange moins, mais c'est plus à cause du passé de storyline de Finn Balor que je trouve ça weird. Mais tu sais, le boss d'une faction qui est pas le plus gros, lui il a un problème avec ça. Ben tu sais, je peux t'en citer plein, là, tu sais, Kevin Sullivan avec Temple, c'était quelque chose of Doom, là, j'oublie, dans WCW. C'était pas Legion of Doom dans la tête, là, mais non, c'est pas ça. C'était en tout cas, peu importe, là, on est pourri ces noms à soir. Mais tu sais, c'était pas lui le plus gros. Tu sais, c'est déjà arrivé que ça n'a pas été. Tu sais, même à NWO, Hogan, pour une des rares fois dans sa vie, c'était pas lui le plus gros. Mais non, c'est pas Danger of Doom, là. Je vais aller le trouver. Maudite marde de Tabaslac, de Simonac, de maudite affaire. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que ça va lui prendre un bon gars sur le micro. Présentement, j'essaie de penser, mais... Bon, c'est Dungeon of Doom. Dungeon of Doom. Ouais. Mais tu sais, j'ai aucune idée ça va être qui la 4e personne. Mais là, si tu veux partir ça, puis tu lui donnes du temps d'antenne, moi, j'ai bien peur que Rhea Ripley elle va battre Bianca Belair, justement pour être capable de lui donner un gros push à Judgment Day. Ouais, mais en même temps, tu sais, comme Booker de salon, là, si tu me demandais qu'est-ce que tu fais avec Bianca Belair, j'en laisserais championne 10 ans. Là, oui. J'exagère, là, mais mettons 2-3 ans. Là, je donnerais une run là, qui ferait d'elle une de ceux qui l'a été le plus longtemps. Puis tout. Là, le problème, c'est que tu t'as mis le doigt dessus, c'est qu'ils vont vouloir mettre Judgment Day over, de 1. Puis de 2, ben, des vrais contenders pour Bianca Belair, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Rhea Ripley, that's it. Puis je pense que présentement, c'est celle que ça va me faire le moins suer si elle bat Bianca Belair. Non, moi non plus, ça me dérangerait moins. Là, tout ce que je souhaite qui arrive pas, je souhaite vraiment que ça se passe pas, Steve, c'est que là, Bianca se ramasse dans une feud contre Judgment Day. Puis qu'il brise les Street Profits pour que son chum, dans la vraie vie, qui est Montez Ford, aille avec elle. Parce que si tu te rappelles, là, les fiots de couple, ils haïssent pas ça. Là. Ah, ils haïssent pas ça, pantoute. Mais tu sais, on va peut-être voir les Street Profits s'en aller avec Bianca pour affronter Judgment Day. Ben, j'aimerais ça. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui mentionne que Doudrop, ça pourrait être une aspirante potentielle. Ben oui, mais non.
Parce que l'histoire en a fait la démonstration. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Nia Jax. Puis là, encore une fois, je veux pas avoir l'air monsieur capitaine patriarcat puis misogyne ou quoi, whatever. Mais si ça arrive, ce qui veut pas dire que ça arrivera pas, mais si ça arrive, ça va être temporaire. Ça va être juste pour faire un changement de belt. Parce qu'ils mettront jamais une femme de la corpulence de Doudrop comme face de la compagnie. Ça arrivera jamais. Non, ça n'arrivera jamais. Non. Puis ils ont voulu y aller avec Nia Jax, mais elle n'était pas capable de worker. Tu sais, vous avez vu ce qu'elle a fait à Becky Lynch, puis par accident, elle a mis Becky Lynch au monde. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Hey, avant qu'on s'en aille dans ta chronique, je voudrais... on en a parlé à plusieurs reprises. On a reçu Jacques Rougeau il y a quelques épisodes aussi. Je pense qu'on avait conclu ou parti la saison 6. Ça ne coûte peu importe. Je doute qu'il nous écoute parce que il vit bien des situations et des problématiques de santé. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui semble présager de quoi de grave. Là. Il est en bonne main, tout ça. Mais moi, je le lis souvent sur Facebook, puis ça n'a pas l'air facile. Puis, garde, là, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Jacques Rougeau, moi, je voulais juste prendre un petit 30 secondes pour lui souhaiter la meilleure des chances, puis un prompt rétablissement. Là, il va de traitement en traitement pour une affaire, puis une autre affaire, puis écoute, j'ai juste passé une journée, moi, à l'hôpital en fin de semaine, puis j'avais hâte de sacrer mon camp. J'imagine quelqu'un qui est là, ça fait quelque temps. Là, ils attendent des résultats d'une affaire pour traiter une autre affaire, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je veux juste, si jamais tu tombes là-dessus, Jacques, je te l'ai écrit, mais je te souhaite le meilleur. J'espère que ça va bien aller. Puis, il y a une chose que tu as assurément déjà démontré dans ta vie, c'est que tu n'as pas peur de l'adversité. Parce que, écoute, tu t'es pogné avec le gars que personne ne voulait se pogner. Puis, tu as fini, ça a repris un rouleau de 30 sous, mais c'est pas grave. Tu as fini on top. Fait que, je voulais juste prendre quelques minutes pour souhaiter le meilleur à notre ami Jacques Rougeau, puis que pour la suite des choses, ça se passe bien. Je sais que lui et sa conjointe, Nathalie, ont travaillé très fort sur leur projet de Lutte Académie. On va donner une chance aux coureurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises, puis j'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Fait que, Jacques, fais attention à toi, puis toute la gang, j'en suis sûr que toute la gang du Coréron est derrière toi, puis on te souhaite la meilleure des chances et un très prompt rétablissement. Nous autres, ce qu'on va faire une très courte pause parce qu'après ça, on va revenir avec... écoute, c'est en train de devenir un incontournable, mon Steve, et je parle bien sûr ici de la chronique à Steve. Cette semaine, mon cher Steve, tu vas nous parler de... Écoute, je ne sais pas si on pourrait parler de l'une des premières vedettes mondiales du sport québécois, mais en tout cas, tu sais, il y a eu Louis Cyr avant ça, mais tu sais, si tu parles de gens qui ont eu un rayonnement international et qui ont fait... Écoute, le tour de l'Amérique du Nord, je ne saurais dire si ça a été jusqu'en Europe, tu vas sûrement nous en parler, mais on parle bien sûr de la légende Yvon Robert. Oui, ben c'est ça. Tu sais, dans la vie, là, il y a des gens qui sont nés pour faire ce qu'ils aiment, sont à bonne place. Puis, c'est le cas de Yvon Robert. Hey, le gars commence sa carrière de lutte à 17 ans. Ça, c'est en 1932. Né à Verdun le 8 octobre 1914, Yvon Robert, lui, s'est entraîné avec Émile Maupas. Rapidement, il s'est fait remarquer, puis il est devenu la convoitise des promoteurs. Puis quand je dis des promoteurs, c'est parce que déjà, à ses débuts, son nom circulait en Nouvelle-Angleterre. Les gens le voulaient là-bas. Ah ouais, hein? Puis c'est d'ailleurs là, en Nouvelle-Angleterre, 2 ans après avoir commencé à lutter, en 1934, qu'il y a eu sa première vraie grosse blessure. Puis c'est une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais par chance, il a été emmené à l'hôpital d'Holyoke dans le Massachusetts, puis il a subi une délicate intervention chirurgicale. On parle d'une opération à colonne vertébrale. Et là, puis là, c'était pas des années où on connaissait ça le mieux non plus, là. Non, mais c'est là, écoute, ça m'a tellement fait rire parce que c'est la première chose pour moi qui fait entrer Yvon Robert dans la légende. Le gars est arrivé à l'hôpital, le dos cassé. Il est là pour se faire opérer à la colonne, mais quand il est ressorti avec une blonde. Parce que oui, Yvon Robert, il a creusé l'infirmière, ça a marché.
Puis, ils se sont mariés le 24 juin 1939. Bon, ben écoute, ils ont choisi la date en plus. Là. Ben oui, mais Léona Brunel, la femme de Yvon Robert, elle vient d'une famille de Québécois qui avaient migré en Nouvelle-Orléans. En Nouvelle-Orléans? Oui. Et non pas au Massachusetts là, ou dans la Nouvelle-Angleterre. Non, ils étaient en Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Angleterre. Non, là, tu mélanges deux places. Non, Gabin. Ils ont déménagé en Nouvelle-Orléans, mais elle, après ça, est allée travailler à Boston. Bon, OK, parfait. Okay. Je comprends. Bon, expliquez-moi. Non, mais c'est parce que l'industrie du textile a connu il y a beaucoup de Québécois qui sont allés vivre là, dont la famille de Louis C. Et c'était dans le secteur Nashua, dans le secteur de la banlieue de Boston, entre autres, parce que l'industrie du textile était très prédominante. Puis c'était plus difficile au Québec. Puis il y avait beaucoup de francophones qui étaient déménagés là-bas. Il y avait des communautés francophones québécoises qui ont été naturalisées plus tard, là, puis tout ça. Mais fait que c'est ça. Ça aurait pu faire du sens. Mais là, je comprends que sa famille a immigré en Nouvelle-Orléans et qu'elle est devenue infirmière en Nouvelle-Angleterre. Voilà. Ouais, exactement. Après avoir livré plusieurs matchs après sa blessure, avoir surmonté la douleur de la blessure, Yvon Robert devient champion du monde en 1936 contre Dano O'Mahony. En août 1939, il y a un nouveau promoteur qui fait ses débuts à Montréal. Le type s'appelle Eddie Quinn. Si je me trompe pas, c'est un gars qui avait beaucoup d'alliances au Massachusetts, justement. Ben oui, puis Quinn, lui, là, moi je le savais pas, mais il avait été mis en place par Paul Bowser afin de remonter le territoire de Montréal. Eddie Quinn a pris Yvon Robert puis en a fait une vedette. Ils ont fait la pluie puis le beau temps dans tout le territoire. Partout en Amérique, les gens, là, ils parlaient des fameux galas de lutte du Forum de Montréal à tous les mercredis. Quinn faisait venir des vedettes de partout sur le globe pour venir lutter contre Yvon Robert. Puis comme si les choses n'allaient pas déjà assez bien, en 1942, Yvon Robert devient le premier champion québécois à obtenir un championnat poids lourd d'une association américaine. Yvon Robert est devenu le champion de la National Wrestling Association, la NWA. Yes, sir. Son charisme incroyable en font une attraction partout. Puis Yvon Robert, en 1939, 1948 puis 1955, il partage son temps entre le Québec puis l'Europe. OK. Juste pour vous donner une idée, là, probablement là, que partout en Amérique du Nord, tu sais, les fameuses boîtes de Wheaties, tu sais, que les grands athlètes, Joe Montana s'est retrouvé là, puis John Elway, puis tout ça, c'est pas compliqué. Là. S'il y avait existé cette franchise-là, à cette époque-là, Yvon Robert aurait été ses boîtes de Wheaties, c'est sûr. Ah ben oui! Hey, pour donner une idée de grandeur, là, dans les années 40, Yvon Robert était le deuxième athlète le plus connu au Canada. Ah, je le crois. Le premier, c'était Maurice Richard. Mais dans les années 40, Yvon Robert, là, il gagnait 6 fois plus d'argent à la lutte que Maurice Richard au hockey. Tu sais, juste pour donner un ordre de grandeur, là, puis pour démontrer que c'est vrai, là, quand Vern Gagné, qui est à la AWA, là, quand il a commencé sa carrière, il n'était pas encore promoteur, il a travaillé pour la NWA, puis ils ont inventé un genre de titre pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait le Heavyweight Champion, tu sais, bon, Lutez, tu sais, bon, le Dory Funk Jr., tous ceux qui l'ont eu. Et il avait aussi créé un titre qui s'appelait le Junior Heavyweight. Et ça avait été créé pour que Vern Gagné puisse avoir un titre. Parce que, il voulait pas l'enlever. À l'époque, c'était Lutez. Il voulait pas y enlever. Vern Gagné avait été, selon les dires de Greg, son fils, puis pas vraiment de raison de ne pas le croire, parce qu'il a été rendu populaire par le DuPont Network à Chicago, qui est pas loin du Minnesota. Et Vern Gagné était le deuxième athlète qui avait fait le plus d'argent cette année-là. Le premier, c'était Babe Ruth. Fait que ça vous donne une idée. Et il n'était même pas champion poids lourd. Mais tu sais, il était beau bonhomme, All-American, genre 4 fois champion NCAA à lutte amateur. Il était en train de s'entraîner pour l'équipe olympique. Tu sais, à cette époque-là, les gamiques, c'était des athlètes. Même Maurice, il y a plein de monde. Lutez, c'était un vrai lutteur amateur. Dory Funk Jr., même affaire. Fait que c'était ça. Fait que, et c'était intéressant pour 2 raisons. Ça, je t'apprendrai rien peut-être pour la première. Pourquoi c'était des shooters qui étaient champions? Ben, parce que s'il arrivait un gars qui voulait leur enlever, ben, il pouvait se défendre.
Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième raison, c'était que, oui, il a commencé à avoir, on pense à Gorgeous George dans les années 50, tu sais, des gimmick wrestlers, des gimmick workers. Mais l'autre raison, c'est que ça rendait légitime le titre. C'est un vrai athlète. Ah oui. Fait que là, tu pouvais vendre plus d'étiquettes parce que le monde voulait avoir cette attraction-là. Là. Puis, justement, on parle d'attraction, là. Eddie Quinn et Yvon Robert, eux autres, là, ils avaient le sens des affaires. Ce qu'ils faisaient l'été, là, ils faisaient venir Maurice Richard pour arbitrer des combats de lutte. Mm-hmm. Puis, imagine ça, là, 2 minutes, là, ça devait être fou, Martin. Les deux athlètes les plus adulés au Québec étaient réunis dans le même 20 pieds carrés. Ah non, c'est sûr. Ça, moi, j'ai souvenance d'histoire par rapport à ça, justement, que quand que je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais c'est peut-être dans le livre de Pat Laprade, mais il est fait allusion à ça très régulièrement. Là, quand il y avait un petit dip dans les assistances ou whatever, puis si ça concordait avec l'horaire de Maurice, ben, il faisait venir Maurice comme ref. Puis de un, ben, ça vendait encore plus d'étiquettes parce que tu avais le double bill des 2 athlètes les plus populaires. Puis ça faisait faire du cash à Maurice. Fait qu'il était pas déçu de ça. Tu sais, si dans la première partie des années 40, la popularité d'Yvon Robert était très haute, là, c'est rien comparé à la notoriété qu'il a acquis après la Deuxième Guerre mondiale parce que la lutte a recommencé à la télévision. Les matchs du Forum, à partir de 1953, ils ont été diffusés. C'est devenu fou. Yvon Robert s'est retiré de la lutte en 1957, mais lui, là, c'est lui-même qui a choisi ce serait qui son successeur. Puis il avait choisi Johnny Rougeau. Ben oui, absolument. Johnny Rougeau, qui est l'oncle, en fait, de Jacques, parce que Jacques Senior était son frère. Puis c'était... Tu sais, Johnny Rougeau, c'était le beau bonhomme, c'était la vedette d'Hollywood, tandis que Jacques Senior, ben c'était le vrai dur de dur, là. Un peu comme Jacques puis Raymond, dans le fond, tu sais. Un peu comme Jacques puis Raymond, c'était Jacques Rougeau Junior, oui, mais Raymond, c'était le tough des deux, puis il boxait dans les Golden Glove, puis tu sais, c'était un peu plus brawler, un peu plus tough guy. Puis t'avais Jacques qui était la vedette hollywoodienne. Même affaire avec Johnny puis son frère Jacques, là. C'est clair. Là, le nouvellement à retraite, lui, Yvon Robert, ce qu'il a fait, c'est qu'en 63, quand Eddie Quinn est reparti aux États-Unis, il est devenu promoteur, mais ça a vraiment pas fonctionné, là. Mais il faut dire une affaire qui est bien importante. Il n'y avait pas l'appui pantoute de la télévision locale. Radio-Canada avait arrêté de diffuser la lutte. Puis il y avait une nouvelle station qui s'appelait Télémétropole, mais ils n'ont pas embarqué non plus dans le projet. Parce qu'il n'était pas dans le ring. Il n'était pas dans le ring, c'est ça. Mais c'était une vedette à ce point-là. Tu vois, c'est bien le fun avec toi dans le ring, ils vont, mais tu sais, comme promoteur, moi, c'est toi le produit, là. Ben, c'est ça. Mais c'est là que ça devient bien intéressant parce qu'à la suite du décès d'Eddie Quinn, Johnny Rougeau, lui, a proposé un deal télé à Télémétropole, puis le deal télé, il a été accepté. Ouais. Puis Rougeau utilisait des images qui appartenaient à Yvon Robert, puis il n'avait jamais demandé. Fait que... Pire que ça, Johnny Rougeau n'a pas demandé à Yvon Robert d'embarquer dans le groupe qui souhaitait repartir la lutte. Puis ça a été le début de la chicane Yvon Robert puis Johnny Rougeau. Yvon Robert n'a jamais pardonné ça à Johnny Rougeau. Pour te donner une idée, là, puis pour donner une idée à tout le monde qui nous écoute, lorsque Yvon Robert Junior, son fils, a voulu suivre les traces du père, Yvon Robert, il a défendu de travailler pour Johnny Rougeau. Oui, puis il n'aurait pas voulu, de toute façon, là, les Rougeaux, non, probablement. Ce qu'il a fait à la place, Yvon Robert, c'est qu'il a parti sa propre organisation pour faire compétition à celle de Johnny Rougeau. Il est allé chercher Maurice Mad Dog Vachon avec son frère Paul de Butcher Vachon à Minneapolis. Il a sorti Édouard Carpentier d'une semi-retraite. Puis avec une couple d'autres gars, ils ont fondé ce qui allait devenir Lutte Grand Prix. Ouais, puis ça, écoute, là, la FIO de, comment dire, peut-être pas les Monday Night Wars du Québec, mais pas loin, tu sais, ça... C'est toujours de là que ça a sorti, tu sais, ça a été Lutte Grand Prix, puis ce qui est devenu plus tard Lutte Internationale, puis les As de la lutte, tu sais, tout ça, ça a été, écoute, ça foisonnait de... Puis, whoop, de temps en temps, ben, il y avait un gars qui jump ship, tu sais, puis qui allait de l'autre bord, puis là, ça faisait de la marde, puis il y a eu quelques tentatives aussi de collaboration entre les deux organisations, mais tu sais, ça a jamais vraiment, comment dire, collé, tu sais, on va dire ça comme ça, là. Puis, mais malheureusement pour Yvon Robert, parce que Lutte Grand Prix a vraiment pris son envol en mai 71, puis le 12 juillet 71, Yvon Robert, il est chez eux, il reçoit la visite de son fils puis de Jean Ferré.
Eux autres, ils quittent la résidence d'Yvon Robert à Laval peu avant le dîner, puis Yvon Robert commence à ressentir une douleur à la poitrine. Il appelle le concierge de son immeuble, l'ambulance est appelée. Malheureusement, Yvon Robert est décédé à l'hôpital Sacré-Cœur 2 mois après avoir parti sa compagnie de lutte. Bah, tu vois, puis après ça, plus tard, André, ça s'appelait vers Roussac, je pense, là, Roussimov, peu importe, là, puis c'était... qui qu'il y avait là-dedans? Il y avait... il y avait Dino Bravo, Rick Martel, le géant Ferré. Ouais, mais il n'y avait pas... c'est parce que je veux le nommer, le gars qui est allé le chercher en France, là, Frank Valois. VAP, c'était pour Valois. Était là-dedans. Fait que Frank Valois était là-dedans. T'avais Roussimov pour André. T'avais Gino Brito aussi, je pense. En tout cas, fait que tu sais, ça a toujours été l'espèce de guerre pseudo-intestine. Mais ce qu'il faut retenir de ça, que moi, je répète tout le temps, c'est que, hey, on a JC dans le chat. Salut, mon JC. Ben oui. J'espère que tu te fais du fun, Niagara Falls. Tu bois du bon vin. Il y a des vignobles là-bas. Mais il fut une époque, avant que Vince achète et il passe le boule partout, fut une époque où il y avait assez de fans de lutte au Québec pour faire vivre correctement 2 fédérations de lutte. Je te dis pas que tout le monde roulait sur l'or, je te dis pas que tout le monde se promenait en Lincoln Continental, on a jasé avec de la Serra, on a jasé avec plein de monde de ces époques-là, mais il reste qu'il y avait deux programmes de TV. Tu sais, fut un temps où la lutte scorait plus que le hockey à TV. Au Québec, là. Ben oui, puis il manque pas le gars-là quand il vient. Moi, je me rappelle, quand il venait à Belleville, il venait 2 fois par année parce que c'était l'été à l'Arena. L'Arena n'a pas de glace l'été. Puis il manque les pots parce qu'il ne reverra pas avant un mois. Moi, même à Ville-Marie, au Témiscamingue, je me souviens d'être allé voir Tarzan Bottine Tyler à l'Arena locale. Puis, c'était pas plein, mais il y avait un bon show. Puis tout le monde parlait de ça. Puis tu vois, la lutte en fin de semaine. Puis, c'était ça. Sauf qu'il y avait 2 affaires qui n'existaient pas à l'époque. 3, en fait. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de chaîne câblée. Puis, il n'y avait pas de... Le kayfabe existait encore. Ah ben oui. Fait que c'est les 3... c'est parce que, tu sais, Jim, je veux pas virer ça en... The Cult of Jim Cornette, mais tu sais, Jim Cornette en parle souvent, là. Tu sais, il y a eu une époque avant les grands réseaux, puis avant des Roman Reigns qui fait 2, puis 3, puis 4, puis 6, puis 8 millions par année. Il fut un temps où est-ce que chaque lutteur faisait moins d'argent, mais il y avait beaucoup plus de workers, puis si tu additionnais tout ce qu'ils faisaient, toute la gang ensemble, c'était même pas proche d'aujourd'hui, là. Même pas proche. Puis là, je te parle même pas des ratings à TV, là. Les ratings à TV, il n'y a plus aucune comparaison à faire avec aucune époque qui a déjà été le cas. Quand Jerry Lawler était propriétaire de la CWA à Memphis, les parts de marché, c'était genre 60 points là, pour leur show du lundi. Là. Hey, ça te donne une 60 idée, points. 60% des familles des branchées sur la TV regardaient la lutte. Fait que la destruction du kayfabe qui a été causée un peu par accident, un peu par avarice de Vince. Mais tu sais, la fin officielle du kayfabe, c'est pas tout le monde qui s'est imaginé que c'était vrai, la lutte. Tu sais, il y a des soirs que, tu sais, les gars, ils se donnaient des patates pour de vrai, c'était collé dans le locker, puis tu sais, on va te lui donner un petit show à soir. Wahoo McDaniels contre Johnny Valentine, là, tu sais, tu les entendais, les chops, là. Sauf que, tu sais, ce qui existait, le vrai kayfabe, c'était pas que le monde pensait que c'était vrai, c'est que le monde avait des doutes. Et là, ils n'en ont plus. C'est ça la différence. Ouais. C'est la seule affaire qui est différente entre kayfabe is dead ou kayfabe is on le sait pas. Fait que c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, c'est la partie de l'histoire de la lutte qui m'intéresse le plus. Parce que ces êtres humains-là, c'était pas des êtres humains comme les autres. Tandis qu'à Star, tu regardes quelqu'un qui travaille pour le Cirque du Soleil, puis tu regardes un worker de la WWE, et où la différence? Écoute, le gars de la WWE va peut-être être un petit peu plus gros, mais c'est tout. Tu sais, je veux dire... Pas nécessairement. Hein. Il se promène de ville en ville, faut qu'il aille au gym, faut qu'il soit bronzé, faut qu'il mange comme il faut. Ils se font dire leur storyline, ils ont des textes à livrer, ils ont une performance athlétique à faire. C'est la même affaire. C'est un cirque à cette heure, alors qu'à l'époque, ben, tu sais, le gars, il débarquait de son char, puis le monde voulait y sauter dessus en s'en allant à l'aréna. Hey, il y avait des escortes policières, les gars, ils se cachaient. Il y avait des chars cachés un peu partout dans des villes. Tu sais, c'était complètement différent. Mais là, on est en train de tomber dans la nostalgie, Steve. Est-ce que tu avais terminé au sujet de... Ben, je voulais juste simplement dire, au cours de sa carrière, Yvon Robert a remporté le titre de la Commission athlétique de Montréal à 16 reprises. On dirait que le chiffre 16 reprises revient souvent à la lutte.
Oui, oui, c'est un chiffre magique. Hein? Ça revient souvent. Il a aussi été champion de la NWA. En plus de connaître du succès en France, en Nouvelle-Angleterre, partout au Québec. Ici au Québec, Yvon Robert détient le record de 3 des 15 plus grosses assistances dans l'histoire de la lutte. Les 3 ayant attiré plus de 20 000 personnes pour des combats qu'il mettait en finale. Ouais, puis là, ça, c'était pas le Centre Bell, là, c'était le Forum. Là. C'était le Forum ou le Parc Jory. Oui, le Parc Jory. Oui, c'est vrai, il y a eu des gros galas là aussi. Ben, c'est super intéressant, mon cher Steve. Un énorme merci à toi. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Ben non, ce qu'on va faire, parce qu'on a quand même un assez gros top 5, je sens que ça va jaser pas mal. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, Steve? On va s'en aller tout de suite du côté des 2 tunes. Ça va un peu divulgacher certains peut-être de nos choix, mais je suis allé parce que le top 5 qui s'en vient parle, puis je vous expliquerai pourquoi, fait que c'est pas grave si on divulgage un peu, mais le prochain top 5, le prochain top 5 qui s'en vient parle des plus mauvais heels. Puis là, par mauvais heel, on veut pas dire il était méchant. Non, on veut dire il était pas bon. Fait que, puis c'est pas gamique de marde, parce que je considère qu'il y en a là-dedans qui avaient des pas si mauvaises gamiques que ça, mais c'est juste que, puis avant de le faire, tiens, tant qu'à mettre la table, on va en mettre comme il faut. Tu sais, pour moi, un mauvais heel, c'est quelqu'un qui te donne envie de changer de poste quand il est à TV. On s'entend, là. Si tu me dis, hey, ce heel-là, c'est que je l'haïs, il fait sa job. Il fait sa job. Mais. Oui. Non, mais c'est ça, sa job. Sa job, c'est que tu l'haïsses. Fait que c'est correct. Par contre, ben, tu sais, un mauvais heel, c'est plus quelqu'un qui devient comme un tune-out factor. Tu sais, c'est lui, quand je le vois, je change de poste, puis j'attends que son segment soit fini pour revenir. Ça, c'est un mauvais heel. Parce qu'un bon heel, il va faire que tu l'haïs, mais tu vas vouloir voir jusqu'à la fin. Tu sais, un bon heel, The Rock à son top quand il était heel. Tu sais, c'est un des meilleurs heels qu'il a jamais eu parce que tu voulais y fesser dessus, mais tu voulais entendre sa prochaine niaiserie. Fait que voilà. Oui. Fait que ça va être des mauvais heels qu'on va vous parler. Fait que on passe ça avec... on va commencer ça. Je me souviens plus dans quel ordre ça avait été fait, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez le découvrir. Ça fera une petite surprise. Dans un premier... Non, je m'en rappelle de l'ordre. La première tune, ça va être My Baby Tonight de Jeff Jarrett. Et si vous vous souvenez de cette feud-là qui était avec Road Dogg ou Jesse James, qui est un membre de la famille royale des Armstrong dans le monde de la lutte, dont le père Bullet Bob Armstrong. Mais c'était lui, en fait, qui a chanté, puis ça avait culminé vers une feud dont on se calistrait. Mais voilà, donc c'était la toune autour de ça. Et c'est suivi d'un thème profondément plate, d'un worker qui l'était tout autant. Et là, je parle, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs, du coach Simon Dean. Donc, ça va être les 2 tounes, puis on vous revient tout de suite de l'autre côté pour le 9e épisode de cette 6e saison du Carré. Maybe what we're doing might be
tonight. Don't you know I'm in my mind when I think about being with my baby tonight. Night, 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 night. Turn the lights off of the door. We'll leave every worry in this world behind. Hold me in your arms, never let me go. I wake up with the sunlight breaking through the curtain of my room, and I swear that all I'm thinking is I can't wait to be alone with my baby tonight. You know that I lose my mind when I think about being with my baby tonight. I can't wait to be alone with my baby. I can't wait to be alone. Lord, you know I can't wait. I can't wait to be alone with my baby tonight. I can't wait to be alone with my. I can't wait to be alone with my. Lord, I can't wait. I can't wait to be alone with my baby tonight. Baby tonight. Baby tonight. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Nous y voici. Ben, vous vous souvenez, bien sûr, j'imagine, de ces. Ben, peut-être pas celle de Simon Dean, mais de toute façon, je vais vous en reparler de M. Dean. Mais voilà, donc, ce sont nos deux pièces. Et Jesse James, qui n'avait pas manqué de démontrer, son talent. Moi, j'ai toujours considéré ce gars-là comme un très bon entertainer, plein de dance moves, tu sais, tout ça. C'était rarement plate. Je me souviens pas d'avoir vu Jesse James faire des affaires plates, puis évidemment, un peu plus tard, New Age Outlaws, qui était, en fait, pour faire un brin d'histoire. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais tu sais, il savait pas quoi faire. Après la dissolution des Smoking Guns et de l'espèce de pseudo-faction Jarrett, Jesse James ou de Roddy qui s'appelait à l'époque, il savait pas quoi faire avec les deux. Il avait fait une tentative de créer un personnage de Billy Gunn qui avait des belles fesses. Il y a eu Mr. Ass un peu plus tard, mais avant ça, il avait essayé d'en faire un genre de rockabilly avec Honky Tonk Man comme manager. Ça n'a jamais collé. Même chose avec Jesse James. Il est devenu un genre de pseudo-plombier / mécanique worker jobber. Et ils ont eu l'idée de les flanquer ensemble, tout simplement. Ça a donné les New Age Outlaws. Ça correspondait avec l'émergence de DX et le reste est passé à l'histoire. New Age Outlaws qui a été une excellente équipe à la WWE. Un peu contre-emploi. Tu sais, Billy Gunn qui venait de finir sa run de sauce. Ou de Ico Pro, whatever. Puis Jesse James qui était un peu plus l'entertainment factor de l'équipe. Fait que voilà. Puis de mémoire, là, c'est les deux. Billy Gunn est le seul gars que ça a marché dans deux équipes.
Tu sais, les Smoking Ouais, Guns, ça a marché. Ouais, Puis après ouais. ça, il Ils ont s'en été va avec... champions. Oui, c'est ça a un bon marché. point. Tu sais, t'en T'as trouveras raison. pas d'autres. Non, t'en trouveras pas d'autres. Écoute, là, je suis sûr que c'est des gens en train de se remplir dans le chat, puis on va dire, ah oui, les autres, on y avait pas pensé. Mais c'est vrai que, tu sais, la liste, c'est une assez short list, là, je te dirais, là. Parce que du monde qui ont bien figuré dans plus qu'une équipe, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, qui est allé au top, mettons. Tu sais, je vais te dire, Marty Jannetty, il a déjà gagné à bête par équipe avec le 1-2-3 Kid, mais ça a duré 12 jours, genre. Hey, top 5, et là, ben, je redéfinis, OK? Je veux juste être sûr que c'est bien compris, parce que c'est pas juste de bâcher des lutteurs qu'on n'aime pas, c'est des mauvais heels. Pour moi, Steve a peut-être une autre définition, mais pour moi, un mauvais heel, c'est quelqu'un qui fait que je veux me dissocier du programme que je suis en train d'écouter. OK? C'est que je le sais que sa job, c'est de me faire la rire, mais qu'il ne réussit pas à me garder en onde. Ça, c'est un mauvais heel. C'est du tune-out heat, là. T'es tellement mauvais dans ta job de heel que non seulement je taillis pas, mais je veux même pas voir ta face. Et ça, ben, c'est très peu souhaitable parce qu'on s'entend dessus que c'est pas, mais pas en toute la job qu'on demande à un heel. Ce qu'on veut d'un heel, c'est justement, c'est que le monde accepte de passer une veillée en prison pour t'avoir ça à gueule. Ça, c'est un bon heel. Pourquoi? Parce que la personne, pour faire ça, il fallait qu'elle achète un ticket. Fait que voilà. Puis là, ben, je vais te. Ben, est-ce que ça va, toi, pour comme Oui, définition? Moi, ce que j'ai fait là, pour faire ma liste, là, c'est vraiment, je repensais aux heels que j'ai nommés, que je vais nommer. Puis je me disais, moi, ils m'ont tellement laissé indifférent, là. Tu sais, sérieux, là, Ouais, le choix aurait été meilleur s'il n'aurait pas été là. Bon, ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, on est tous des freaks de lutte. C'est bien rare qu'on va changer de poste. Là. Mais tu vas voir qu'avec la liste que j'ai préparée. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je veux mettre l'attention. Moi, c'est pas nécessairement non plus sur le worker lui-même. Ça peut être sur une run aussi. Là, que je trouve qu'il est pas bon comme heel. Vous allez voir, j'en ai un. Je regarde ma liste, là, Martin, là, puis étrangement, je suis en train de réaliser que c'est beaucoup dans l'époque cartoonesque de la lutte. Ah, ben moi, j'en ai un peu partout, puis je vais avoir une mention honorable. Fait que, Steve, c'est toi qui vas nous commencer ça avec Number 5. Mon numéro 5, je pense que c'est un des seuls qui n'est pas dans l'époque cartoonesque, mais il m'a tellement laissé indifférent, ce gars-là, que j'ai même jamais compris pourquoi il était là. C'est Ted DiBiase Jr. Ah ouais, c'est vrai qu'il était assez vanille, hein? Il était avec, c'était-tu Legacy qui s'appelait à l'époque avec Orton, deuxième ou troisième génération. Puis parce que dans son cas à lui, si vous le savez pas, Ted DiBiase, son père c'était un worker, mais sa mère aussi. La grand-mère de Ted DiBiase Jr., c'était un worker. Puis Cody, bien sûr. Puis Randy Orton, qui lui aussi est une troisième génération. Des troisième générations, il n'y en a pas tant que ça. Là. On a parlé de Ted DiBiase Jr. tantôt. T'as The Rock, t'as évidemment Randy Orton. Il m'en vient pas bien d'autres. Il y en a eu des troisièmes. Puis, regarde, il y a eu Cédric, le gars de Jacques Rougeau aussi, qui est un worker qui aurait été une troisième. Fait que voilà. Mais là, comme Guillaume, il dit, si le numéro 1, c'est pas Isaac Yankum, je comprends rien. Ben écoute, c'est ton top 5 à toi. Moi, tu vas voir c'est quoi le mien, mais je te le dis, c'est pas ça. Mais c'est un excellent choix parce que c'était vraiment de la marde comme gimmick. Et même, je te dirais que, tu sais, Isaac Yankum, il y a eu des gimmicks, puis il a été heel pire que ça parce qu'il s'appelait The Monster of Christmas ou je sais pas trop à Memphis avec Jerry Lawler, puis il y avait même après lui des lumières de Noël qui allumaient, là. Fait que, écoute, là, c'est pas la gamique, là. C'est vraiment quelqu'un que dans son personnage de heel, il était pas bon. Puis ça, je te le concède, il était vraiment pas bon. Il y a Wawa Tatawao qui mentionne Rey Mysterio aussi. C'est vrai qu'en heel, il est pas vargeux. Fait que moi, mon numéro 5, c'est pas compliqué. Puis il a été mentionné tantôt. Je me suis un peu fait divulgacher. Moi, c'est Mabel. Mabel, tu sais, il était bon en rien. Il était pourri sur le mic. Il était pas... C'est une attraction, je vais le concéder. Mais quand que Vince il a décidé d'y donner un push, je ne sais pas pourquoi, lui-même avait dû se faire donner un push dans les escaliers parce que, écoute, ils en ont fait un gagnant de King of the Ring. Il y a eu une grosse feud avec Undertaker. Il y a eu une grosse feud avec Diesel dans le temps. Écoute, il a été dans la photo du championnat du monde juste parce qu'il était gros. Mais c'est un mauvais worker. C'est lui qui avait effoiré la face à Undertaker pendant sa passe, le fantôme de l'opéra. C'est lui qui a blessé Vin Diesel. C'est
lui qui a blessé Diesel alors qu'il lui avait dit « Je veux pas que tu me fasses ce move-là », qui était le fameux, genre le butt drop sur le bas du dos, là. Puis il était pourri pour le faire. Il avait pas assez de force dans les jambes, un peu comme Yokozuna le faisait quand il faisait son banzai drop. Lui, il était pas capable de retenir son momentum. Il a blessé du monde et tout ça. Puis, on va se le dire, il était fucking plate. T'sais. Ce qui était impressionnant de Mabel, c'était... Bon, il était gros, ça, je vais le donner. Mais ce qui était impressionnant de Mabel, c'était pas ce qu'il faisait aux autres, c'était ce que les autres n'avaient à bout d'y faire. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on a parlé avec Jacques Rougeau et avec Pierre-Carl Ouellette, et les deux ont parlé de la fameuse souplesse qu'ils ont faite. C'était à WrestleMania 10, je pense. Il avait dit « Ah ouais, donc, on va essayer de te souplexer, puis hey, tu serais jamais capable, puis blablabla. » Puis il avait été capable. Fait que mon numéro 5, c'est absolument et assurément Mabel. Maintenant, on continue d'avancer. Steve, number 4. Mon numéro 4, c'est vraiment... J'ai vraiment, je pense, changé de poste en regardant ce gars-là. C'est un lutteur de la WCW qui luttait sous le nom du Yeti. Ah ben oui, mais là, il n'a pas été là longtemps, là, ça c'est sûr. C'était tellement mauvais. Oh ouais, c'était vraiment pourri. Puis ça, on va se le dire, là, tu sais... chez Avon, il n'a pas trop aidé. De Yeti! Puis toute la fameuse passe. C'était à Halloween Havoc, je pense. Puis écoute, t'avais The Giant, t'avais le Yeti en arrière qui avait l'air de vouloir... je l'imite, là, fait que vous imaginez de quoi ça avait l'air. Mais non, c'était vraiment mauvais, puis il était pas bon, puis c'était cartoonish as fuck, là. C'était vraiment de la très, très, très solide marde. Moi, je vais continuer avec mon numéro 4. Et là, c'est rien contre le gars. Parce que moi, je considère que c'est un des plus grands overachievers de l'histoire de la lutte. Ce gars-là voulait être lutteur, il s'est blessé dans la jeune vingtaine. Il est devenu manager de club de danseuses. Puis après ça, ben, dans la mi-trentaine, il a décidé qu'il voulait redevenir un worker. Et là, je parle de Diamond Dallas Page. Mais quand il avait sa gimmick et sa run de heel, de stalker de la femme à Taker. C'était tellement mauvais puis pas crédible. Il avait construit un genre de shrine tu sais, avec des photos et des TV qui faisaient juste jouer sa femme, Sarah, qu'elle s'appelait. Et c'était mauvais, mais mauvais. Aucune crédibilité, aucune émotion justifiable. C'était la femme de Undertaker. Elle avait un stalker. On l'a vu pendant 2-3 semaines à Raw. Il y avait une cagoule. Il s'en va dans le milieu du ring. Évidemment, c'était tournant 2000 parce que là, vient du Nadasha WCW. Qu'est-ce qu'on fait avec des DP? Puis là, ben, il enlève sa cagoule, puis c'est lui. Il a plus les cheveux longs, il a les cheveux courts. Mais c'était d'un mauvais, là, mais absolument démentiel. Et c'est pourquoi c'est mon numéro 4. On poursuit, mon cher Steve. Number 3. Mon numéro 3, parce écoute, c'était épais, c'était pas bon. Même Jim Cornette en parle. Mentor. Ah, ben ouais, mais là, ça, c'est une gamme. Ça, c'est un rib. C'est un rib. Tu sais quoi? J'ai déjà fait la gamique de marde de ce gars-là. Oui, mais le gars en dessous n'était pas bon non plus. Ben, sais-tu pourquoi ils ont fait Mentor? Parce qu'ils voulaient faire chier Jim Cornette, fait qu'ils l'ont mis avec lui. Mais c'est Vince qui est dans le locker, puis il voit le gars qui faisait Mentor, puis il voit ses pieds. Puis il dit, tes pieds, ils ont l'air des sabots. Il avait comme des gros pieds, des petits orteils, puis tout, ça avait l'air des hoofs, que ça s'appelle en anglais. Fait qu'il a dit, on va faire un personnage avec ça. Puis oui, c'était, au dire de Jim Cornette, là, on verra ce que l'histoire aura peut-être mentionné, mais au dire de Jim Cornette, effectivement, il n'y a personne qui a pensé au fait que Mentor, quand il arriverait avec son masque, son casque de face de bœuf, il pourrait pas passer entre les côtes. Il n'y a personne qui a pensé à ça. C'est un excellent choix au numéro 3, mon cher Steve. Et ça m'amène à mon numéro 3, à moi. Là, je veux rien dire contre... Tu sais, c'est une mauvaise gimmick, mais qu'ils ont confiée à la mauvaise personne. Et là, je parle du fameux accident dont Stone Cold Steve Austin avait été victime. Il s'était fait fesser par un char. Et c'était Rikishi qui avait dit que c'était pour The Rock, parce que The Rock, c'est son cousin. Tu sais, quand tu parles d'une storyline carabinée, sortie de nulle part, aucun rapport, aucune logique. Là, tout le monde pensait que c'était Triple H. Il fallait se trouver un genre de decoy pour pas qu'on pense que c'est Triple H. Fait que là, la seule histoire qu'ils ont trouvée, c'est que Rikishi aurait fait ça pour son cousin. Et là, ça a donné lieu à une très courte feud avec... Mais Rikishi était tellement mauvais.
Il a déjà été heel, puis c'était pas si pire que ça. Puis il a été le sultan aussi, pour ceux qui ne le savaient pas. C'était Rikishi, là. Mais il a été tellement pourri, c'était gênant à regarder. Tu sais, malaisant là, au point de changer de parole. Je veux pas voir le gars avoir l'air d'un maillet de même. Là, ça n'a aucun sens. Et c'était d'une totale et complète nullitude en tout point. Alors, c'est pourquoi c'est mon numéro 3. Et là, bon, on s'approche des bombes, mon cher Steve, parce que là, number 2. Numéro 2, je pensais pas, moi, que ce gars-là, je pouvais l'aimer autant, puis qu'il me laisse autant indifférent quand il est revenu à WWF en bad. Tantôt, tu m'as fait peur quand tu as parlé de Diamond Dallas Page, parce que pour moi, ce gars-là, il fait partie des 3 ou 4 meilleurs lutteurs que j'ai vus dans ma vie. C'est le Stalker. Quand que Barry Windham est revenu là-dedans. Ben oui. Barry Windham qui était un autre pause de Barry qui avait pas de contrat puis qui se promène en char avec 10 000 dans ses poches puis toute la patente. Mais oui, c'est sûr que Barry Windham, tu sais, dans mon top 10 meilleurs workers, c'est sûr que Barry Windham il est là. Mais tu sais, Astor, il ressemble à son père. Là. Il ressemble à Blackjack Mulligan, puis il doit peser 400 livres, puis tout. Mais quand c'était le jeune, Beach Blonde, très élancé, dropkick à coucher dehors, il y a eu, à Starrcade, il y a eu des matchs absolument incroyables. Il y a eu des runs. Il était pressenti, d'ailleurs, pour devenir champion de la NWA. À un moment donné, que Flair voulait un break et tout ça. Puis le Sting est arrivé. Mais non, Barry Windham. Mais le Stalker avec la grosse moustache, puis habillé en camo, là. Mais, tu sais, il était pas bon là-dedans. Tu sais, c'est parce qu'il y en a des workers, Steve, que fondamentalement, leur fibre intrinsèque, c'est pas être heel. Non, il y en a qui c'est pas d'être un heel. Il y en a d'autres qui peuvent faire les deux, puis ça leur sert très bien. Il y a des heels qu'à un moment donné, tu viens qu'à finir par les trouver tellement cool que là, il faut que tu les tournes. Babyface. The Rock, c'est un bon exemple. Ça. C'était tellement un grand entertainer, tellement incroyable sur le mic qu'à un moment donné, le monde le huait plus parce qu'il trouvait ça cool, là, qu'est-ce qu'il disait. T'sais. Austin. Puis, Austin aussi. Mais après ça, t'as ceux qui sont pas faits pour être des babyface. Greg the Hammer Valentine en babyface, ça marche pas. Il n'y a pas ça dans son range. Honky Tonk Man. Honky Tonk Man, pareil. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas l'histoire, quand Wayne Ferris est arrivé à WWE, Vince a voulu en faire un babyface parce qu'il voulait vendre la merch d'Elvis. Il disait, hey, je vois les enfants avec des foulards et des grosses lunettes. Là, on va changer le design, mais ça va faire penser à ça. Puis Honky Tonk Man, il a dit, non, j'ai été à TV au Canada trop longtemps. Le monde maillit, c'est naturel. Puis Vince l'a pas cru, puis il l'a pas cru, puis il l'a pas cru. Puis il l'a même robé contre Hulk Hogan. Il était le body d'Hulk Hogan. Parce que c'est Hogan qui a dit à Wayne Ferris de t'en venir avec nous autres, puis qui a tout arrangé ça avec Vince. Puis là, ce qui est arrivé, c'est, si tu t'en rappelles, ils ont trouvé une belle méthode pour le faire virer heel. Ils ont fait un sondage chez Jesse de Body Ventura qui a eu cette idée-là. Ils ont dit, on va faire un fake sondage, puis on va demander au monde, aimez-vous Honky Tonk Man? Puis Honky Tonk Man disait, ben oui, vous allez voir, j'aime ça, embrasser des bébés, puis patati, puis patata. Puis là, ils ont fait le sondage, c'était fake au bout. Puis là, il y avait eu 500 000 réponses, on l'aime pas, puis genre 12 000, on l'aime. Fait que c'est là qu'il a fait son heel turn, puis il avait même dit, j'embrasserai plus des bébés, je vais sacrer des claques à vos bébés, je vais battre des femmes, puis tout. Hey, aujourd'hui, ça aurait vraiment mal vieilli, là. Mais voilà, fait que Honky Tonk Man aussi, ça, c'était un heel naturel. Moi, mon numéro 2, c'est la toune qu'on a écoutée tout à l'heure. Tu sais, un heel qui a pas de heat, puis qu'en plus, qui fait avancer aucune espèce de storyline, c'est Simon Dean. Simon Dean, c'est un gars qui il s'appelait Nova, je pense. Il a eu des runs à ECW un petit peu plus tôt, mais on est prêt à Attitude Era, là, si je me rappelle bien. C'était une espèce de gourou de l'entraînement, là. C'est un genre de fake coach, là, puis tout, puis arrivé avec son petit saut avec le collet, tu sais, les pointes qui allaient jusqu'au bout des épaules, là, puis tout le kit. C'était mauvais, là, il était mauvais. Tu sais, il attirait... Le seul hit qui attirait, c'est Chris ton camp, là. C'est pas on taillit si on veut pas te voir. Décalisse. C'était vraiment nul à chier. Il était vraiment pas bon. Puis c'était pas un bon heat seeker. C'était pas du heat comme quelqu'un que tu détestes puis t'as hâte de voir ton babyface préféré, il pète à la gueule. Non, tu voulais même pas qu'il lutte. Parce qu'en plus, comme worker, c'était quand même un petit peu ordinaire.
Et là, ben, on y arrive, mon cher Steve, et c'est les grosses pointures, c'est les grosses affaires. J'ai vu des gens qui ont suggéré des managers comme Eric Bischoff. On avait déjà fait le choix qu'on prenait juste des workers. Fait qu'il n'y a rien qui dit qu'on dira pas les top 5 moins bons managers. Mais là, on arrive au top 5 mauvais heel. Et là, c'est à Steve et c'est number 1. Mon numéro 1, là, j'ai hésité longtemps parce que tu vois, moi, je vais avoir 3 mentions honorables. Juste parce que je vais enlever Mabel là-dedans parce que tu l'as nommé. Sinon, je n'aurais eu 4. Mais mon numéro 1, là, c'est Crush. Ah, il était vraiment pas bon comme heel, lui. Ben, il était pas bon comme heel, puis il était pas vargeux comme Babyface non plus. Il était pas bon tout court. Si on pense à Mania 9 avec le fameux les deux donks là, qui font puis tout ça, puis le plot, puis non, c'est un gars. Je te dirais que lui, il a trouvé sa voix un petit peu plus avec DOA, là, avec Disciples of Apocalypse. Puis à WCW, il y avait eu quand même une run intéressante avec Chronic, avec comment il s'appelait déjà? Ben, il s'appelait Adam Bomb à WWE, mais j'oublie son vrai nom, là, c'est pas important. C'est pas Adams, quelque chose de même? Non, c'est Brian Adams, ça c'est le vrai nom de Crush. Ouais, c'est ça. Mais l'autre, j'oublie son nom, puis c'est pas grave. Mais oui, non, c'est vrai, c'était quelqu'un qui était assez drabe, effectivement. Fort comme un cheval. Il y a eu d'ailleurs son tu sais, il y a eu un petit pseudo moment de gloire aussi avec Demolition là, quand ça a été plus la fin pour Billy D là, avec Barry Darsow. Mais non, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui a laissé une grosse. Mais si tu te rappelles par exemple le fameux speech de Undertaker, c'était un des meilleurs amis d'Undertaker par exemple. Fait que bon. Peut-être pas c'était peut-être pas un mauvais gars, mais regarde, ça n'a pas donné les résultats escomptés, mettons, dans le ring. Et moi, je vais te dire mon numéro 1. Et le pire, c'est que c'est pas un worker que je déteste tant que ça. Fait qu'il y a peut-être une partie là-dedans de sa gimmick qui me tombait ses nerfs, mais moi, c'est Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, dans le temps, si je voyais quelque chose passer de lui, je n'étais pas capable. Pas capable. Le Ric Flair walk en plus, là, qui imitait un peu Ric Flair. Là. Le style chapeau avec les lumières, les 2 J sur son seau. J'ai même pas été capable de détester ce gars-là. Il me faisait rien, il m'interpellait pas. C'est un excellent worker, c'est un gars qui était jamais blessé, c'est un gars sur qui tu pouvais compter, c'est un gars qui est venu au monde dans le business avec son père et sa grand-mère qui était promotrice de lutte aussi. Mais moi, il me faisait rien, il me tombait vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les nerfs. Puis il ne me générait aucune émotion, bonne ou mauvaise. C'était pas lui encore. Fait que moi, mon number 1, c'est Jeff Jarrett. Et là, Steve, ce qu'on va faire, ça va être toi en premier. Tu vas toutes me les faire parce que là, on est rendu au Honorable Mentions. Mes mentions honorables, j'en ai 3. La première, c'est Tensei. Ouais. Qui était Prince Albert. Ouais. C'est cossé en chinois écrit partout là, dans la face. Ouais. J'ai Bastion Booger. Uh-huh. Puis j'ai le Repo Man. Mais pourtant, Repo Man, j'ai trippé sur Demolition. Ah, moi, il me dérangeait moins. Ça m'énervait quand il riait, mais... C'est ça. Moi, c'est le rire. Ça n'a jamais passé. Non, c'est ça. C'était un peu maillet, là, tu sais. Puis c'était un peu... tu sais, tout ça, là, c'est... quelque part... Excusez, là, c'est normal que je me gratte, là. Des fois, j'ai des rages, là, à cause de mon affaire. Quelque part, là-dedans, là, tu sais, la seule justification que j'aurais pu trouver pour créer un personnage comme le Repo Man, c'est peut-être un premier balbutiement de... Puis là, laisse-moi aller jusqu'à la fin, mais de Stone Cold. C'est-à-dire, tu mets un heel que le monde va haïr. Tu sais, l'économie, c'était pas top shape dans ce temps-là, puis tout. Puis tu sais, le gars qui vient reposséder des affaires. Tu sais, puis peut-être qu'à quelque part, c'est justement, tu sais, on va trouver qui que le monde haït tout. Puis tu sais, ça a peut-être mené quelques années plus tard à Stone Cold parce que tout le monde haït son boss. Ah ben oui. Fait que il y a peut-être. Ben écoute, moi dans mes mentions honorables, oui, j'en ai quelques-unes. Il y en a une que tu as nommée, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, Bastion Booger, dès que pour attirer du heat, tu fais des affaires dégueulasses, il n'y a rien à faire. Fait que Bastion Booger, Boogeyman,
Tu sais, tous ces personnages-là, moi, ça m'écoeure. Ça me donne envie de changer de poste. Là. Je me rappelle d'un épisode de Raw dans lequel il y avait Bastion Booger qui mangeait du poulet, qui mangeait un poulet au complet. C'était dégueulasse. Il y en avait de pogné dans le poêle de chest. C'était absolument, mais totalement et complètement dégueulasse. Même affaire, Boogeyman, il n'était pas nécessairement heel, là, mais jamais été capable. Un autre, c'est un worker que j'aime bien, je l'aimais bien dans son personnage à ECW, mais c'est Dean Douglas, Sean Douglas. J'ai toujours bien aimé ce gars-là. C'est un gars super intelligent qui a genre une maîtrise en sciences politiques, un genre de Glenn Jacobs là, qui est allé à l'école là, en masse, puis qui a enseigné la sociologie, des affaires de même, les sciences politiques. Mais ils ont eu l'idée d'en faire un heel qui était l'homme le plus intelligent de la Terre parce que Vince il trippe sur les gimmicks qui concernent la personne un peu personnellement. Sean Douglas était allé à l'école longtemps. Fait que là, il disait qu'il y avait 13 doctorats, des affaires de même. Ça n'a jamais levé, c'était de la merde. Puis une autre des raisons que ça n'a pas levé, c'est que la clique l'aimait pas. Mais bon, regarde, c'était vraiment pourri. Puis là, ben, à la défense de Sean Douglas, il n'était pas d'accord pantoute avec la gimmick, de toute façon. Lui, il arrivait ancien champion de la ECW, de franchise, le gars qui a craché sa NWA, qui a garoché le titre à terre, puis qui a parti Extreme Championship Wrestling. C'était vraiment pas des très gros chars. Puis là, j'ai un blanc, j'en avais un autre. Ben non, regarde, ça va être ces deux-là. La dégueulasserie... Ah oui, je l'ai, je peux pas. C'est vraiment parce que c'est un worker extraordinaire. Je le sais qu'il y a plein de monde qui seront pas d'accord avec moi. Mais la façon d'être un heel de Seth Rollins, j'ai envie de changer de poste des fois, en ce moment. Son rire exagéré, là, c'est trop pour moi. J'ai envie de briser des affaires dans mon studio. Là. J'ai envie de varger sur des patentes. J'ai pas envie de voir Cody Rhodes y péter la gueule. J'ai envie de le voir se faire frapper par un char. Quand il rit de même. Je suis pas capable. Il n'y a rien à faire. Fait que toi, c'est psychosomatique, là, mais je suis pas capable. Je le crois pas, Steve, quand il rit de même. Je le crois pas. C'est seulement dire, supposons que Rollins transfère à SmackDown, qu'on s'en va tout à SmackDown au mois d'août, qui te rit de même dans la face, toi, t'es prêt à passer une nuit en prison. Oui. Mais je le sais pourquoi tu dis ça, mais je le ferai pas, puis ça fera pas de lui un bon heel. Moi, ça me donne vraiment envie de faire fast-forward quand je l'écoute. Ses promos, ils sont corrects, tout est correct. Ses habits trop loud, toutes ces affaires-là, c'est correct, ça marche. Mais son rire, c'est trop débile, c'est trop sans dessin. Puis il y a quelqu'un qui a mentionné Becky. Becky, pour moi, est rendue vraiment borderline, là. Je trouve plus que c'est une bonne heel. Elle me donne juste envie qu'elle soit plus là. Ouais. J'ai même pas envie qu'elle mange une volée, j'ai envie qu'elle disparaisse. Puis c'est pas bon, ça. C'est pas du bon heel, ça. Ça me fera pas acheter un ticket. Elle est rendue tellement bas, je pense, qu'elle pourrait même pas revenir demain. Plus elle attend, moins il y a de chance. Si elle le fait, c'est là. Parce que sinon, il va être trop tard. Ouais, je suis d'accord. Sinon, il va être trop tard. Puis, écoute, dans le cas de Seth Rollins, parce que c'est un worker que je respecte profondément. C'est vraiment le gars qui tient la WWE en ce moment côté work rate. Là, c'est Seth Rollins. Il se blesse pas. À part son épisode avec Sting, là, puis il s'est excusé à profusion, puis il en a parlé en masse, puis il s'est pas caché, puis il a échappé celle-là. Mais à part son épisode avec Sting, j'ai absolument, mais totalement aucune chose à dire contre Seth Rollins, mais ce rire-là me rend fou. Je te le dis, ça m'arrive des fois de... ça m'arrive des fois de faire fast-forward. Parce que c'est exagéré, je le crois pas. Je ne le crois pas. Pas en tout. Fait que voilà. Voilà. Hey, les amis, c'est ça qui est notre top 5. On va juste faire une très, très courte pause sonore et puis on va vous revenir pour le close. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
voilà, c'est ce qui va mettre un terme à ce 9e épisode déjà de la 6e saison. On a vu notre G-Central passer dans le chat. On le salue. Amuse-toi bien. Profite bien de tes vacances, mon chum. C'est amplement mérité. On va assurément revenir sur la saga de Vince McMahon, entre autres, et peut-être de Jeff Hardy dans la prochaine édition de la Feuille Sale. Normalement, on enregistre ça le dimanche et on le présente le dimanche. Il s'en vient bien des affaires aussi. Hein? On n'a pas parlé, mais il s'en vient la Forbidden Door. Il s'en vient Money in the Bank. Tout ça, on va tout couvrir ça. Soyez sans crainte. Moi, je reprends tranquillement le beat aussi parce que je suis un peu en retard sur mes écoutes de patente. Mais voilà, donc soyez sans crainte. Évidemment qu'on vous remercie d'avoir été des nôtres sur twitch.tv// Touski TV, qui est la maison officielle maintenant du Carré Rond. Et Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, écoute, j'ai tombé là-dessus hier, puis moi, je sais que le dimanche, les gens sont tout de même assez occupés, mais les gens qui sont abonnés au câble, à TVA Sport, ont la possibilité de le faire, de préparer une programmation. Dimanche, à 19h, à TVA Sport, il y a un documentaire d'1 heure sur la vie de Pat Patterson. Oh, et c'est pas TVA Sport 2, là, c'est la chaîne mère, là. Oui, OK. c'est la chaîne mère. Ça va être intéressant, ça, assurément. Malheureusement, moi, j'étais un peu occupé le dimanche, mais je vais regarder ça en différé si je peux, c'est sûr. Toujours bien intéressant. Puis là, sais-tu, ça va être quoi le traitement? Parce qu'on a tout vu. Moi, j'ai tout vu ce qui s'est fait sur lui, là, même la Oui, de ce que j'ai pu voir, c'est un peu une rétrospective de sa carrière, de comment ça a été difficile pour lui. Parce qu'il en a bavé. Son homosexualité, tout le kit. Puis de ce que j'ai pu voir des images, ça va jusqu'au retrait de carrière définitive de Patterson quand il est dans le ring au Centre Bell puis qu'il chante My Way. Ouais, non, c'est ça. Il y avait eu ça, puis il y avait... Ouais. Ben, c'est sûr que je vais regarder ça, parce que le traitement risque d'être un peu différent si c'est pas la I qui le fait, là, pour des raisons évidentes, mais en tout cas, tu fais bien de le mentionner. Tu sais, on en a parlé que ça a été difficile parce que, Pat Patterson, c'est chose connue qu'il était homosexuel, mais si vous n'avez jamais fait votre coming out de fan de lutte, bien là, on vous offre l'occasion rêvée parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur patreon.com// le Carré Rond et vous allez joindre une communauté de gens qui, eux, se sont libérés de ce poids insoutenable que de ne pas admettre qu'ils sont des fans finis de lutte. Ce à quoi vous aurez droit en adhérant à notre plateforme patreon.com// le Carré Rond. Vous allez avoir les watch-alongs des 4 événements principaux de la WWE, c'est-à-dire évidemment le Rumble, Mania, SummerSlam et Survivor Series que nous regardons tous ensemble. Je précise, nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir accès de votre côté. Mais on regarde ça toute la gang ensemble. On se fait venir de la pizza, on boit des drinks, on a du fun au bout. On fait des petits pôles aussi. L'autre chose, vous allez vous allez obtenir accès à notre groupe privé qui s'appelle la Rib Room et qui est c'est vraiment cool. C'est des gens qui jasent de lutte. On s'envoie des photos. Il y a des memes, il y a toutes sortes d'affaires. Si ce n'est pas encore déjà fait, d'ailleurs, je vous invite à aller nous suivre également sur Twitter parce que c'est pas tout ce qui se retrouve sur le compte Twitter du Carré Rond qui se retrouve nécessairement sur Facebook. Et pour vous y rendre, c'est super simple. C'est Carré Rond Old School. Donc, non, je m'excuse. Celui-là aussi était pris baptême. C'est Carré Old School tout ensemble. C'est comme ça que vous allez nous trouver sur Twitter. Sinon, tapez juste le Carré Rond, il n'y a pas de problème. Je vous invite également à vous rendre sur notre chaîne YouTube. C'est celle que je vous montre là parce que je suis un maillet. J'ai perdu le mot de passe de l'ancienne. Mais tout est là. Et, écoute, il y a plus de followers que ce que vous voyez présentement. Mais si vous pouvez nous donner un petit coup de main, justement, parce que c'est le fun. C'est toujours le fun de faire ça, évidemment, pour les giens. Alors voilà, vous avez juste à faire une recherche. Vous allez trouver ça super facilement. Donc, oui, Steve, je t'ai vu. Je vais juste finir mon bout. Et évidemment, si vous êtes joint à nous pour la première fois sur Touski TV, sachez que, puis là, j'ai un mea culpa à faire à cause de mes petites aventures médicales en fin de semaine. L'épisode 8 n'est sorti qu'aujourd'hui, mais normalement, comment ça fonctionne, c'est que quand vous faites partie de la plateforme Patreon, on vous présente cet épisode-ci en exclusivité parce que ça ne restera pas sur Touski TV. Et on sort l'épisode en audio, lui, sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android, le samedi matin, ce qui n'a pas été le cas cette semaine. Et je m'en excuse, Steve. Moi, c'est juste pour dire, je l'annonce là. Martin, je t'en ai même pas parlé encore, mais je vais te l'annoncer en même temps que tout le monde, finalement.
on a parlé de joindre à Patreon. Ben moi, je peux vous annoncer aujourd'hui que nos membres Patreon, moi, je les invite personnellement. Je ne sais pas ça va être où exactement, là. OK. Le 30 juillet, je monte à Montréal. Je m'en vais dans un resto-bar. Puis j'écoute SummerSlam. J'invite tout le monde à venir. OK, là, fais attention, parce que moi, ma mère, quand elle me levait, m'a dit que quand tu invites le monde, ça veut dire que tu vas ramasser leurs factures. Est-ce que tu vas ramasser nos factures? Moi, je vais ramasser la facture de la première tournée de Shooter. Bon, parfait, excellent. Ben, si c'est... Ça tombe un dimanche, je présume. Moi, c'est 30 juillet. 30 juillet, t'as peu, mais allez voir ça. Écoute, meeting de production live. Moi, le 30 juillet, c'est le 30 juillet. Ben oui, c'était en juin, c'est sûr que ça ne marchera pas, Marc. 28 le 30 juillet, c'est un samedi. Alors, je t'annonce, mon cher Steve, officiellement que j'y serai aussi. Fait qu'on donnera les détails de... on commencera par annoncer ça, évidemment, à nos Ribbers. On va essayer de réserver une belle place puis de s'organiser un beau petit coin. Puis, une fois que ça sera booké, ben on pourra annoncer ça plus publiquement. Fait que s'il y a du monde qui veut nous péter à la gueule, ben vous allez savoir où est-ce qu'on est précisément et à quelle heure. Pas de trouble. Hey, fait que sur ça, ben, je vais dire un gros merci à tout le monde. Je réitère que notre G-Central qui profite bien de ses vacances et que tu nous reviennes en top shape. Je ne sais pas si tu vas être là dimanche, mais en tout cas, moi, je vous le dis qu'on va suivre la saga Vince McMahon dimanche relativement à tout ce qui se passe et à ce que le Wall Street Journal a annoncé, ou en tout cas a rendu public plutôt. Et puis, ne reste plus qu'à nous laisser sur le meilleur mash-up de musique composé spécifiquement pour un show de lutte qui est diffusé sur Tout Ce Qui TV les mercredis à 19h. Et c'est bien sûr l'œuvre de mon grand chum. Et j'ai nommé Super Dave Pérubé. Salut tout le monde. Steve, porte-toi bien. Portez-vous tous très bien. Faites attention à vous autres. Si vous avez des petits bobos, là, allez faire checker ça le plus vite possible. Parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être en train de vous éviter bien du trouble un petit peu plus tard. Fait que sur ce, chers amis, je vous remercie infiniment. Puis nous autres, ben, on se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine. Salut tout le monde. Membre de la famille H2O Web Media.